Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, né le 28 novembre 1908 à Bruxelles et mort le 30 octobre 2009 à Paris 16e, est un anthropologue et ethnologue français qui a exercé une influence majeure à l'échelle internationale sur les sciences humaines et sociales dans la seconde moitié du XXe siècle. Il est devenu notamment l'une des figures fondatrices du structuralisme à partir des années 1950 en développant une méthodologie propre, l'anthropologie structurale, par laquelle il a renouvelé en profondeur l'ethnologie et l'anthropologie en leur appliquant les principes holistes issus de la linguistique, de la phonologie, des mathématiques et des sciences naturelles. Professeur agrégé de philosophie et enseignant au début des années 1930, il se tourne à partir de 1935 vers l'ethnologie, dont il va faire son métier. Après ses premiers travaux de terrain sur les peuples indigènes du Brésil entre 1935 et 1939, il est contraint de s'exiler en 1941 à New York, où il rencontre de grandes figures des sciences humaines et sociales, dont le phonologue russe Roman Jakobson, auprès de qui il s'initie aux principes de l'analyse structurale et de la linguistique moderne. À partir de cette découverte décisive qu'il choisit d'appliquer à la parenté, il élabore les principes de l'anthropologie structurale, en rupture radicale avec les courants alors dominants en ethno-anthropologie, évolutionnisme, diffusionnisme, culturalisme, fonctionnalisme. Il cherche à expliquer la société et ses manifestations comme un tout doté d'une cohérence interne autorégulée, échappant à la conscience des individus. À son retour en France, il soutient et publie en 1949 sa thèse sur les structures élémentaires de la parenté, première application de sa méthode novatrice, qui lui apporte une notoriété précoce parmi les anthropologues de nombreux pays. Durant les années 1950, il enseigne en France, où il est directeur d'études à l'École pratique des hautes études, future École des hautes études en sciences sociales, et aux États-Unis et consolide les principes de sa méthode structurale, qu'il présente en 1958 au public sous la forme d'un recueil d'articles, Anthropologie structurale, premier d'une série d'ouvrages méthodologiques. Ces travaux apportent un éclairage neuf sur un grand nombre de problématiques anthropologiques classiques jusqu'alors mal connues ou inexpliquées. Ils acquièrent rapidement un rayonnement international et inspirent d'autres disciplines, participant dans une large mesure à la naissance du mouvement structuraliste français. Élu en 1959 à la chaire d'anthropologie sociale du Collège de France, Lévi-Strauss quitte le champ de la parenté et continue avec le totémisme aujourd'hui et la pensée sauvage, 1962, à revisiter les grandes thématiques anthropologiques, bouleversant le regard occidental sur les sociétés sans écriture. Puis, durant près d'une décennie, il se consacre à une approche structurale des mythes, publiant entre 1964 et 1971 les 4 volumes des mythologiques, son œuvre majeure. Dans les années 1970 puis après sa retraite en 1982, il adapte sa méthode scientifique à l'évolution générale du paradigme structuraliste vers la dimension temporelle, diachronie, structuralisme génétique, travaillant notamment avec les historiens des annales à la naissance de l'anthropologie historique sur des thèmes comme la famille, la parenté cognatique, le système à maison. Parallèlement, tout au long de sa carrière, il participe à la réflexion sur les sciences sociales et leur organisation institutionnelle, et réexamine de façon critique de vastes thématiques des sciences humaines comme l'art, le progrès, la race, les rapports entre nature et culture, le développement et la condition humaine. Auteur, à côté de ses nombreux ouvrages de caractère universitaire, d'un livre plus littéraire et autobiographique, Triste Tropique, qui connut dès sa parution en 1955 un large succès public en France comme à l'étranger. Lévi-Strauss a été élu en 1973 à l'Académie française. Ayant acquis à partir des années 1980 une très grande stature intellectuelle, consacrée en 2008 par l'entrée de son vivant dans la prestigieuse collection de la Pléiade, il reste présent dans les médias et les débats de société jusqu'à un âge avancé. Sa pensée, qui avait perdu après les années 1970 une grande partie de son influence dans les sciences sociales avec le reflux du paradigme structuraliste et holiste, connaît une nouvelle vitalité à partir des années 2000 en philosophie des sciences et des mathématiques, autour de la notion clé de transformation. Biographie. Enfance et formation. Claude Lévi-Strauss naît Gustave Claude Lévy 3,4 le 28 novembre 1908 à Bruxelles, où résidaient brièvement ses parents, Raymond Lévy,
artiste peintre portraitiste, petit-fils d'Isaac Strauss, chef d'orchestre à la cour de Louis-Philippe puis de Napoléon III, qui utilise Lévi-Strauss comme nom d'usage, et Emma Lévy 3,5, eux-mêmes cousins issus de Germain, de famille juive alsacienne 6,7. C'est en 1961 seulement que Claude Lévi-Strauss obtiendra du Conseil d'État l'officialisation de son nom d'usage hérité de son père huitièmement. La famille se réinstalle à Paris peu après la naissance de l'enfant, et connaît d'importantes difficultés financières avec le déclin du portrait peint sous l'influence nouvelle de la photographie. Influencé par les impressionnistes, Raymond Lévy donne à son fils unique des estampes japonaises en récompense de ses succès scolaires neuvièmement. L'un de ses oncles est le portraitiste Henri Caro Delvaille. Durant la Première Guerre mondiale, Emma Lévy se réfugie avec le jeune Claude chez son propre père, rabbin de la synagogue de Versailles. Après le retour de la famille à Paris après la guerre, dans le 16e arrondissement, Lévi-Strauss suit ses études à Janson de Sailly puis à Condorcet, en Cagne, 10e. Il a aussi étudié au lycée Hoche 11. À la fin de ses études secondaires, il rencontre un jeune socialiste d'un parti belge et s'engage alors à gauche. Il découvre rapidement les références philosophiques de ce parti qui lui étaient jusqu'alors inconnues, incluant Marx et Kautsky. Il commence à militer au sein de la SFIO, où il anime le groupe d'études socialistes, puis devient secrétaire général de la Fédération des étudiants socialistes, ancêtre du MJS 12. En 1928, il devient secrétaire parlementaire du député socialiste Georges Monnet XIII. Il obtient une licence à la faculté de droit de Paris, avant d'être admis à la Sorbonne et d'être reçu 3e à l'agrégation de philosophie en 193-1114. Il se marie en 1932 à Dinah Dreyfus, une ethnologue française qui l'initie et le convertit à cette discipline. Il est alors proche de faire une carrière politique, à l'instar des nombreuses personnes qu'il fréquente dans ces années 15. Une cinquantaine d'années plus tard, il se décrira lui-même comme un anarchiste de droite, néanmoins fidèle à Marx 16. Mission ethnographique et première fonction académique. Indien Caduvo, du Mato Grosso brésilien. Après 2 ans d'enseignement de la philosophie au lycée Victor Duruy de Mont-de-Marsan et au lycée de Laon, Lévi-Strauss accepte la proposition du directeur de l'école normale supérieure, Célestin Bouglé, de participer à la mission universitaire au Brésil. Il quitte alors l'enseignement de la philosophie et la vie politique et part en 1935 avec son épouse en tant que professeur de sociologie à l'université de Sao Paulo. De là, ils organisent et dirigent plusieurs missions ethnographiques dans le Mato Grosso et en Amazonie. L'ethnologie jette un pont entre psychanalyse et marxisme d'un côté, géologie de l'autre. Lévi-Strauss a trouvé la science dans laquelle se marient toutes ses passions antérieures 17. Une première mission a lieu en 1935 et 1936, auprès des Indiens Caduvo et Bororo. Une deuxième expédition est lancée en 1938, dans des conditions matérielles également difficiles. Les ethnologues rencontrent les Nambiquara dont ils rapportent une documentation fournie et 200 photos. En raison d'une infection des yeux, plusieurs membres de l'équipe, parmi lesquels Dinah Lévi-Strauss, doivent abandonner la mission. Claude Lévi-Strauss poursuit l'expédition avec quelques compagnons. Il visite les peuples autochtones Mundé, Han, et Tupikawaïb dans l'état du Rondônia. De retour en France à la veille de la Seconde Guerre mondiale, Lévi-Strauss est mobilisé en 1939 à 1940 sur la ligne Maginot comme agent de liaison, puis, après la débâcle, enseigne au lycée de Montpellier, avant d'être révoqué en octobre 1940 en raison des lois raciales de Vichy. Il se sépare de son épouse Dinah et quitte la France en 194-1118 pour se réfugier à New York, alors au lieu de bouillonnement culturel, accueillant de nombreux intellectuels français en exil 19,20. À la rentrée 1941, il est chargé d'enseigner la sociologie contemporaine de l'Amérique du Sud à la New School for Social Research 21. En 1942, il rallie la France libre, l'organisation de résistance extérieure fondée par le général de Gaulle, et travaille comme speaker à l'Office of War Information. La rencontre avec Roman Jacobson, qui lui est présentée par Alexandre Coiré, dont il suit les cours et devient un proche 22, est décisive sur le plan intellectuel. La linguistique structurale lui apporte les éléments théoriques qui lui faisaient défaut pour mener à bien son travail d'ethnologue sur les systèmes de parenté.
Il s'attelle alors à la mise en forme rédactionnelle des matériaux ethnographiques rapportés du Brésil. Parallèlement, il s'engage auprès des forces françaises libres, et est affecté à la mission scientifique française aux États-Unis. Il fonde avec Henri Faucillon, Jacques Mérataigne, Jean Perrin et d'autres l'école libre des hautes études de New York en février 194-1223. Claude Lévi-Strauss à Rio de Janeiro, fin des années 1930. Apogée scientifique. Rappelé en France en 1944 par le ministère des Affaires étrangères, il retourne aux États-Unis en 1945 pour y occuper les fonctions de conseiller culturel auprès de l'ambassade de France, et poursuivre grâce à la richesse des bibliothèques américaines l'écriture de son premier grand ouvrage ethnologique sur la parenté, avec le projet d'en faire une thèse universitaire 24. Divorcé de sa première femme Dina, il épouse en 1946 Rose-Marie Hulmeau, de 1913 à 1985, avec qui il a un fils, Laurent, l'année suivante. La rédaction de sa thèse Les structures élémentaires de la parenté achevée, il rentre en France avec sa famille au tout début de 1948. En 1949, il soutient et publie sa thèse, devient sous-directeur du Musée de l'Homme, puis, sollicité par Lucien Febvre, obtient une chaire de directeur d'études à l'École pratique des hautes études, où il enseigne à la fois à la 5e section et à la 6e section, future et HESS. En 1954, il épouse en troisième noces Monique Roman-Vincinq, avec qui il aura un second fils, Mathieu. Il publie en 1955 dans la collection Terre humaine, créée par Jean Mallory Cheplon, Triste Tropique, livre à mi-chemin de l'autobiographie, de la méditation philosophique et du témoignage ethnographique, qui connaît un énorme succès public et critique, de Raymond Aron à Maurice Blanchot, de Georges Bataille à Michel Léry. De nombreux intellectuels applaudissent à la publication de cet ouvrage qui sort des sentiers battus de l'ethnologie 26. Avec la publication de son recueil d'anthropologie structurale en 1958, il jette les bases de son travail théorique en matière d'étude des peuples premiers et de leurs mythes. Fronton du Collège de France. En 1959, après 2 échecs, il est élu professeur au Collège de France, à la chaire d'anthropologie sociale 27. À l'été 1960 est mise en place la structure d'un laboratoire d'anthropologie sociale, qui relève à la fois du Collège de France et de l'École pratique des hautes études 28. Il propose à l'anthropologue Isaac Chiva de co-diriger ce laboratoire d'anthropologie sociale. Il obtient de Fernand Braudel que le seul exemplaire européen des Humanes Relations aréaphiles, produit par l'Université Yale soit confié au nouveau laboratoire, ce qui fait de cette nouvelle structure avant même d'avoir lancé Recherche et Mission un centre de référence en matière ethnographique 29. Il fonde en 1961 avec Émile Benveniste et Pierre Gourou la revue L'Homme, qui s'ouvre aux multiples courants de l'ethnologie et de l'anthropologie, et cherche à favoriser l'approche interdisciplinaire. Du début des années 1960 au début des années 1970, il se consacre à l'étude des mythes, en particulier la mythologie amérindienne. Ces études les mythologiques donnent lieu à la publication de plusieurs volumes, dont le premier, Le Cru et le Cuit, paraît en 1964. Il donne de nombreux entretiens à la presse et peut ainsi présenter sous une forme vulgarisée les idées qui lui tiennent à cœur et à ce titre, dans les années 1960, avant que l'écologie ne devienne une idéologie et un parti, Lévi-Strauss, par ses vues distantes et sévères, lui a sans doute donné, hors de tout effet de pathos, sa formulation la plus radicale 30. Lévi-Strauss fut un précurseur dans le domaine de l'écologie, il a notamment œuvré à la réhabilitation de la pensée primitive 31. Il fut également membre du conseil d'administration du Centre Royaumont pour une science de l'homme 32. Source insuffisante. Il est élu en mai 1973 à l'Académie française. Comme le veut la tradition, il fait l'éloge de son prédécesseur, Henri de Monterland, et Roger Caillois, prononçant à la demande de Lévi-Strauss le discours de réponse, en profite pour lancer une série de flèches empoisonnées sur sa méthode et ses présupposés scientifiques 33. Son entrée à l'Académie française suscite autant d'interrogations au sein de la coupole que parmi ses amis et collaborateurs 33. Lévi-Strauss poursuit ses recherches sur la mythologie, Myth and Meaning, 1978, La potière jalouse, 1985, et enfin Histoire de Lynx, 1991,
qui clôt un travail entamé 40 ans plus tôt. En 1982, il prend sa retraite et quitte son poste au Collège de France. Il pèse de toute son influence pour que Françoise Héritier, sa collaboratrice de longue date, lui succède 34. Il continue cependant à venir au moins une fois par semaine au laboratoire pour y recevoir de jeunes chercheurs, toujours prêts à échanger comme le souligne Françoise Héritier 35. Dernières années. À partir de 1994, Claude Lévi-Strauss publie -36. Il continue toutefois à donner régulièrement des comptes rendus de lecture pour la revue L'Homme. En 1998, à l'occasion de son 90e anniversaire, la revue Critique lui dédie un numéro spécial dirigé par Marc Auger, et une réception a lieu au Collège de France. Lévi-Strauss évoque sans détour la vieillesse et déclare notamment « Il y a aujourd'hui pour moi un moi réel, qui n'est plus que le quart ou la moitié d'un homme, et un moi virtuel qui conserve encore une vive idée du tout. Le moi virtuel dresse un projet de livre, commence à en organiser les chapitres, et dit au moi réel, c'est à toi de continuer. Et le moi réel, qui ne peut plus, dit au moi virtuel, c'est ton affaire. C'est toi seul qui vois la totalité. Ma vie se déroule à présent dans ce dialogue très étrange 37. Il donne pour un numéro de L'Homme d'avril-septembre 2002 consacré à la question de parenté une postface dans laquelle il se félicite de constater que les lois et règles de fonctionnement qu'il a mises au jour restent au cœur des travaux contemporains 38. Au début de l'année 2005, lors d'une de ses dernières apparitions à la télévision française, il déclare, reprenant en des termes très proches une opinion qu'il avait déjà exprimée en 1972, dans un entretien avec Jean-José Marchand, puis en 1984, dans un entretien avec Bernard Pivot, ce que je constate, ce sont les ravages actuels, c'est la disparition effrayante des espèces vivantes, qu'elles soient végétales ou animales, et le fait que du fait même de sa densité actuelle, l'espèce humaine vit sous une sorte de régime d'empoisonnement interne si je puis dire et je pense au présent et au monde dans lequel je suis en train de finir mon existence. Ce n'est pas un monde que j'aime 39. En mai 2008, une partie de son œuvre, sélectionnée par Lévi-Strauss lui-même, est publiée dans un volume de la bibliothèque de la Pléiade sous le titre des œuvres 40. Le choix de la collection prestigieuse de la maison Gallimard apparaît à Emmanuel Desvaux comme un embaumement de l'œuvre lévi-straussienne et l'ensemble du projet éditorial ne permet pas à ses yeux de faire efficacement place à la réflexion anthropologique extrêmement puissante de l'auteur 41. C'est également le sentiment de Maurice Bloch qui remarque, de concert avec l'introduction impertinente rédigée par Vincent de Banne pour ce volume, que la France préfère de loin se représenter ses grands scientifiques et penseurs en grandes figures littéraires plutôt que les célébrer pour ce qu'ils ont dit ou découvert 42. Le 28 novembre 2008, à l'occasion de son centenaire, de nombreuses manifestations sont organisées. Le musée du Quai Branly lui dédie une journée au cours de laquelle, devant un public très nombreux, des écrivains, des hommes de science et des artistes lisent un choix de ses textes. L'Académie française l'honore également, le 27 novembre, en fêtant le premier centenaire de son histoire 43,44. La Bibliothèque nationale de France organise une journée au cours de laquelle les visiteurs découvrent les manuscrits, les carnets de voyage, les croquis, les notes et même la machine à écrire de l'anthropologue. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, se rend au domicile parisien de Lévi-Strauss en compagnie d'Hélène Carrère d'Ancos pour s'entretenir avec lui de l'avenir de nos sociétés 45. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Valérie Pécresse, annonce pour son centenaire la création d'un prix Claude Lévi-Strauss, d'un montant de 100 000 € qui doit récompenser chaque année le meilleur chercheur dans les disciplines telles que l'histoire, l'anthropologie, les sciences sociales ou l'archéologie 46. Son premier lauréat est, en juin 2009, l'anthropologue Dan Spurbach 47. Lignerolles, Côte d'Or, où Claude Lévi-Strauss est inhumé. Claude Lévi-Strauss meurt le vendredi 30 octobre 2009 d'une crise cardiaque 48,49 à son domicile du 2, rue des Marronniers dans le 16e arrondissement de Paris 4,48, 49. Il est inhumé dans l'intimité à Lignerolles, Côte d'Or, 3 jours plus tard 50, source insuffisante. À l'annonce de son décès le 3 novembre 2009,
Roger-Paul Drouin dresse pour Le Monde le portrait d'un homme qui ne dissociait pas la défense de la diversité culturelle et celle de la diversité naturelle. 51. Robert Maggiori, pour Libération, estime que l'héritage le plus sacré de Lévi-Strauss est l'idée que les cultures ont la même force et la même dignité, parce qu'on trouve en chacune, aussi éloignées soient-elles des autres, des éléments poétiques, musicaux, mythiques qui sont communs. 52. Dans The Guardian, Maurice Bloch souligne que, malgré l'étiquette structuraliste utilisée par de nombreux auteurs, Lévi-Strauss n'a pas fait réellement école, et demeure une figure solitaire, mais imposante, de l'histoire de la pensée, en raison notamment de son positionnement philosophique naturaliste. 42. Depuis, son œuvre reste saluée dans le monde entier pour son importance décisive dans l'histoire de l'anthropologie et de l'ethnologie. 53. Françoise Héritier, qui lui a succédé au Collège de France, résume ainsi son héritage: nous avons découvert avec stupéfaction qu'il y avait des mondes qui n'agissaient pas comme nous. Mais aussi que derrière cette différence apparente, derrière cette rupture radicale avec notre propre réalité, on pouvait mettre en évidence des appareils cognitifs communs. Ainsi, nous prenions à la fois conscience de la différence et de l'universalité. Tel est son principal legs. Encore aujourd'hui, nous sommes tous très différents, oui, mais nous pouvons nous entendre, car nos structures mentales fonctionnent de la même manière. 35. Elle confie encore, bien sûr, dans les rapports individuels, il fut un être d'amitié, de confiance, qui a toujours protégé celles et ceux qui ont travaillé avec lui. Mais il n'a jamais accepté la moindre familiarité. Il avait un regard d'éléphant, avec ce petit île perçant qui vous mettait à nu. Quand on était en face de lui, on se désagrégeait, il fallait beaucoup de courage pour se reconstituer. Du reste, en dehors de sa famille ou de ses camarades d'école, y a-t-il eu des personnes qui ont tutoyé Lévi-Strauss? J'en doute. 35. Filiation et source initiale. Passionné dès son enfance de lecture et de curiosités exotiques. 54. Philosophe devenu ethnologue, plongé précocement par les bouleversements de son époque, entre 1941 et 1944 à New York, dans l'atmosphère de bouillonnement intellectuel international et pluridisciplinaire de l'École libre des hautes études, Lévi-Strauss construit son projet intellectuel, l'anthropologie structurale, sur des sources aussi nombreuses que variées et sur le mode de la rupture méthodologique, sans se rattacher formellement à une école ethno-anthropologie en particulier, constituant un cas assez rare des autodidactismes réussis. 55. Ces filiations intellectuelles sont ainsi réputées difficiles à tracer, d'autant plus que l'œuvre, très abondante, s'étale sur plus d'un demi-siècle et que Lévi-Strauss lui-même ne s'est qu'assez tardivement exprimé sur son parcours intellectuel initial. C'est en 1988, dans le livre d'entretien avec Didier Héribon de près et de loin. 56, qu'il fournit le plus d'indices à ce sujet. Outre les fameuses trois maîtresses de sa jeunesse, marxisme, freudisme et géologie, dont il tire très tôt un attrait pour les dimensions cachées, organisées et synchroniques du réel. 57,58, Lévi-Strauss cite parmi ses inspirateurs précoces le sinologue Marcel Granet, de 1884 à 1940, dont il revisite les travaux dans les structures élémentaires de la parenté en 1949, son aîné et ami Georges Dumézil, de 1898 à 1986, en qui il voit l'initiateur de la méthode structurale. 59, l'ethnologue Marcel Mauss, de 1872 à 1950, dont il célèbre dès 1950 dans Introduction à l'œuvre de Marcel Mauss 60 les intuitions holistes en matière de faits de société, et Jean-Jacques Rousseau en qui il voit un des fondateurs des sciences de l'homme. 61. Le rejet précoce de la philosophie classique. C'est dans Triste Tropique, 1955, que Lévi-Strauss livre la première description détaillée du basculement intellectuel à l'origine de sa carrière d'ethnologue. Jeune enseignant en philosophie, reçu à l'agrégation en 1931, il ressent très tôt une réticence vis-à-vis de l'institution et de la discipline au sein desquelles il se sent avoir été amené par défaut plus que par vocation. La philosophie française des années 1930 est très marquée par l'influence phénoménologique allemande, Husserl, Heidegger, prônant l'appréhension de la réalité exclusivement à travers le vécu subjectif, la perception individuelle. 62. Lévi-Strauss s'ennuie à pratiquer et à enseigner ce qui se résume pour lui à des exercices verbaux,
des coups de théâtre spéculatifs à l'ingéniosité desquels se reconnaissent les bons travaux philosophiques, et s'inquiète dès ses premiers postes de devoir. Répéter à l'infini cet enseignement philosophique qui exerçait l'intelligence en même temps qu'il desséchait l'esprit, une sorte de contemplation esthétique de la conscience par elle-même 63, et qui selon lui reprend à l'infini les mêmes schémas historiques déconnectés de la science et des phénomènes concrets. Curiosité intellectuelle, refus de la monotonie et attirance ancienne vers les sciences naturelles vont se cristalliser en 1934 sous la forme de la vocation d'ethnologue. La révélation m'est seulement venue vers 1933 ou 1934, à la lecture d'un livre rencontré par hasard et déjà ancien, Primitive Society, de Robert H. Lehouilh 64. En 1934, lassé de plusieurs années d'engagement politique autant que de la philosophie institutionnelle, Lévi-Strauss abandonne son activité militante et recherche activement un poste d'ethnologue, qu'il obtient au Brésil au début de 1935. Il conservera toute sa vie de ce basculement de carrière une double aversion, pour la politique autant que pour la philosophie. Ce compte à régler avec les philosophes 65 reviendra en force dans le final de L'Homme nu, tome 4 des Mythologiques, où Lévi-Strauss affirmera ne pas avoir de philosophie qui mérite qu'on s'y arrête. Contraire à toute exploitation philosophique qu'on voudrait faire de mes travaux, je me borne à signifier que, à mon goût, il ne pourrait, dans la meilleure des hypothèses, contribuer qu'à une abjuration de ce qu'on entend aujourd'hui par philosophie 66. La révélation linguistique et phonologique. Le linguiste et phonologue russe Roman Jakobson. Réfugié aux États-Unis entre 1941 et 1944, c'est auprès des anthropologues héritiers de l'école historique allemande et autrichienne, Robert Lehouilh, Alfred Kreuber, Franz Boas, que Lévi-Strauss puise l'idée d'une structure inconsciente des phénomènes collectifs tels que la parenté. Cette dimension inconsciente s'ancrait déjà dans le domaine du langage chez Boas, également grand linguiste, en qui Lévi-Strauss voit l'un des premiers à insister sur ce fait essentiel pour les sciences de l'homme, les lois du langage fonctionnent au niveau inconscient 67. Cette conviction méthodologique va s'épanouir particulièrement à partir de 1942 grâce à la collaboration du jeune ethnologue à New York dans le cadre de l'École libre des hautes études avec le linguiste et phonologue d'origine russe Roman Jakobson, de 1896 à 1982. La découverte de ces travaux structuraux de la phonologie, dans lesquels Jakobson et Trubetskoy développent et systématisent les acquis de Saussure en linguistique et de Boas en anthropologie, sont pour Lévi-Strauss un éblouissement intellectuel 68, la révélation soudaine des instruments qui manquaient à ses préoccupations et intuitions de toujours. L'originalité de la démarche structurale de Lévi-Strauss va donc être de fusionner deux filiations intellectuelles sans lien entre elles jusqu'alors, et faisant un usage très différent du terme de structure, il va introduire la méthode de raisonnement de la phonologie dans l'anthropologie descriptive et fonctionnaliste des anglo-saxons 69. Dans la première partie, Langage et parenté, de son premier grand ouvrage méthodologique Anthropologie structurale, 1958, où il reprend entre autres 3 articles publiés entre 1945 et 1953, Lévi-Strauss développe longuement la révolution méthodologique apportée par les disciplines du langage, linguistique et phonologie en particulier. Dans les sciences sociales depuis le début du XXe siècle, la phonologie ne peut manquer de jouer, vis-à-vis des sciences sociales, le même rôle rénovateur que la physique nucléaire, par exemple, a joué pour l'ensemble des sciences exactes 70. Il reconnaît sa dette intellectuelle vis-à-vis de ces disciplines, évoquant notamment 71 un article de 1933 de Trubetskoy 72 qu'il qualifie d'article programme définissant les 4 démarches fondamentales de la phonologie, qui seront au fondement de l'anthropologie structurale, étude de l'infrastructure inconsciente des phénomènes perceptibles, traitement privilégié des relations entre les termes plutôt que des termes eux-mêmes, mise en évidence de systèmes, et découverte de lois générales. Par induction et par déduction. Sciences naturelles et mathématiques. Moins connu chez Lévi-Strauss que la filiation linguistique, les sciences naturelles, zoologie, botanique, géologie notamment, sont pour l'ethnologue une préoccupation de toujours 73,74. À New York au début des années 1940, Lévi-Strauss découvre l'ouvrage On Growth and Forms, 1917, de Darcy Wentworth Thompson,
qui va constituer à côté des travaux de Jacobson l'autre apport majeur de cette période où prend naissance sa méthodologie structurale. Le naturaliste écossais y interprète comme des transformations les différences visibles entre les espèces ou organes animaux ou végétaux au sein d'un même genre 75. Cette inspiration naturaliste et esthétique, que Lévi-Strauss fait également remonter à Goethe, Albrecht Dürer et à Georges Cuvier, reviendra régulièrement dans son œuvre 76, et va être à l'origine du concept de transformation, fondamental dans l'anthropologie structurale lévi-straussienne. C'est dans cette scientificité précocement revendiquée, opposant la construction minutieuse de modèles à l'empirisme anglo-saxon, que s'inscrit l'intérêt de Lévi-Strauss pour les mathématiques. Dès les années 1940, il sollicite dans le cadre de sa thèse André Weil, mathématicien lui aussi immigré à New York et membre fondateur du groupe Bourbaki, pour résoudre avec la théorie des groupes, et le groupe de Klein, une énigme sur les règles de mariage 77. Dans l'introduction d'un article intitulé Les mathématiques de l'homme, 1955, il fait remonter jusqu'à l'Antiquité grecque les problématiques qu'il aborde avec l'anthropologie structurale, et qu'il a d'emblée cherché à intégrer dans un cadre scientifique de portée générale 78. Bien que poursuivant sa propre filiation intellectuelle, Lévi-Strauss continuera de faire régulièrement référence dans son œuvre aux mathématiques et à leurs applications émergentes dans les années 1950 aux États-Unis, cybernétique, théorie de l'information puis la systémique 79, 80,81. Méthode structurale. Article détaillé, anthropologie structurale. Contexte. Important en France, le terme à l'époque anglo-saxon d'anthropologie sociale, comme science générale de la société, Lévi-Strauss cherche dès les années 1940 à appliquer à l'ethnologie le concept à l'époque naissant de structuralisme, c'est-à-dire à expliquer la diversité des faits de société par la combinatoire d'un nombre limité de possibilités logiques liées à l'architecture du cerveau humain, en rupture avec les courants dominants de cette époque en ethno-anthropologie, évolutionnisme, diffusionnisme, culturalisme, fonctionnalisme. La méthode qu'il commence à construire, qu'il appelle dès lors l'anthropologie structurale, associe donc les principes généraux des sciences naturelles et ceux de la formalisation logico-mathématique et linguistique, pour appréhender une société en tant que système complexe doué de propriétés autonomes invariables, structurales, découlant des relations entre les éléments, les individus, qui le composent, non déductibles de l'étude de ces seuls individus et non perceptibles consciemment a priori par eux. Les termes d'analyse, ou méthode, structurale en anthropologie ont souvent été employés indifféremment comme synonymes d'anthropologie structurale par Lévi-Strauss lui-même, qui les a fixés comme titre de plusieurs de ses articles et ouvrages. Ainsi tout au long de sa carrière, à côté des grands thèmes anthropologiques où il applique sa méthode, parenté, symbolisme, totémisme, mythe, puis système à maison, il continue de publier des écrits méthodologiques, dans lesquels il affine les aspects fondamentaux de son grand projet scientifique. Il rassemblera au fur et à mesure ces différents articles dans 3 livres constituant une suite cohérente, Anthropologie structurale, 1958, Anthropologie structurale 2, 1973, et enfin Le regard éloigné, 1983, qui d'après l'auteur dans la préface 82, aurait pu s'appeler Anthropologie structurale 3. Définition. C'est assez précocement dans sa carrière, à partir de la deuxième moitié des années 1940 et à côté de ses travaux sur la parenté, il soutient en 1949 sa thèse de philosophie sur les structures élémentaires de la parenté, que Lévi-Strauss a commencé à détailler les fondements de la méthode structurale qu'il entend développer en anthropologie. Plusieurs ouvrages et articles de cette époque font ainsi figure de manifestes structuraux 83,84, l'analyse structurale en linguistique et en anthropologie, article, 1945, Introduction à l'œuvre de Marcel Mauss, 1950, La notion de structure en ethnologie, article, 1952. Lévi-Strauss y reprend les principes fondamentaux de la linguistique et de la phonologie structurale, consistant à étudier des faits 85. À leur niveau non conscient, objectif, sans se limiter au vécu subjectif et à la perception consciente des individus, indigènes ou informateurs. En privilégiant les relations entre les termes, ou éléments, et non plus seulement ces termes eux-mêmes.
sous l'angle de leur système d'appartenance, ensemble dynamique où évoluent ces termes et leurs relations réciproques, par l'intermédiaire de lois générales, universelles, qu'il s'agit de formuler à la fois par une démarche inductive et déductive. Une définition plus tardive de la méthode structurale par Lévi-Strauss, restée célèbre et illustrant ses liens étroits avec la démarche intellectuelle générale des sciences fondamentales 86, et celle figurant dans Triste Tropique, 1955, son livre le plus diffusé. L'ensemble des organisations sociales d'un peuple est toujours marqué par un style, elles forment des systèmes. Je suis persuadé que ces systèmes n'existent pas en nombre illimité, et que les sociétés humaines comme les individus ne créent jamais de façon absolue, mais se bornent à choisir certaines combinaisons dans un répertoire idéal qu'il serait possible de reconstituer. En faisant l'inventaire de toutes les organisations sociales observées, de toutes celles imaginées, on parviendrait à dresser une sorte de tableau périodique comme celui des éléments chimiques, où toutes les organisations réelles ou simplement possibles apparaîtraient groupées en familles, et où nous n'aurions plus de choix à reconnaître celles que les sociétés ont effectivement adoptées. 87. Principes généraux. Modèle graphique en analyse structurale, exemple d'un village bororo, c'est Lévi-Strauss, contribution à l'étude de l'organisation sociale des Indiens Bororo, Journal de la Société des Américanistes, 28 à 2, 269 à 304, 1936. Le concept de modèle est central dans l'anthropologie structurale. 88, Lévi-Strauss lui donnant la même définition que celle utilisée par les sciences naturelles, un outil intellectuel permettant de se représenter et donc d'appréhender, sous-jacente à la réalité étudiée, une structure elle-même abstraite mais dont les manifestations sont très réelles. Le modèle est un instrument d'approche, à caractère provisoire, qui s'il apparaît validement expliquer la réalité étudiée, est retenu alors plus définitivement sous le terme de structure. 89,90. La notion de modèle explique notamment l'importance de la dimension spatiale, souvent dite synchronique, chez Lévi-Strauss, comparativement au paradigme antérieur dans sa discipline. La dimension temporelle, très largement dominante dans l'anthropologie évolutionniste et fonctionnaliste, est loin d'être exclue de l'anthropologie structurale mais n'y est plus qu'une dimension de l'environnement dans lequel ont lieu les transformations, ou mutations, ou variations, de la structure sociale. En effet, la représentation à l'aide du modèle n'est pas seulement intellectuelle, mais, comme en sciences fondamentales, volontiers visuelle, graphique, dessin, schéma ou carte, outil dont Lévi-Strauss se sert largement à l'appui de ses démonstrations, par exemple avec des plans de villages indigènes. Personne n'a sérieusement cherché quelles corrélations peuvent exister entre la configuration spatiale des groupes et les propriétés formelles qui relèvent des autres aspects de leur vie sociale. Pourtant, de nombreux documents attestent la réalité et l'importance de telles corrélations, principalement en ce qui concerne, d'une part la structure sociale, et de l'autre, la configuration spatiale des établissements humains, villages ou campements. 91. Cette question des plans de village est traitée de façon très caractéristique dans l'article Les organisations dualistes existent-elles 1956, 92. Par ailleurs, chez Lévi-Strauss, la notion de système est bien différenciée de celle de structure, et étroitement liée à celle de transformation. Le système social désigne le groupe humain compris comme un ensemble composé d'éléments entretenant entre eux des relations. La structure, en revanche, découverte au terme du raisonnement structural, au moyen des modèles, est une configuration de ces relations interindividuelles internes au système, qui peut varier selon un nombre limité de possibilités logiques. Enfin, la transformation, comprise au sens mathématique et naturaliste, désigne chacune de ces variations de la structure logique sous l'effet de l'environnement, par permutation dans le temps ou dans l'espace de termes et barres obliques ou de relations, créant une variante, une nouvelle configuration, du système. Les configurations proches dans le temps et barres obliques ou dans l'espace sont appelées groupes de systèmes, et les transformations qui les induisent, groupes de transformation, selon le principe mathématique, et c'est parce que le nombre de configurations stables logiquement possibles de la structure sociale est limité, que des structures identiques de phénomènes sociaux, parenté, mythes, formes artistiques, etc., peuvent être identifiées en des temps ou des lieux très éloignés rendant le contact entre les sociétés considérées très improbables. Le terme groupe ne désigne pas le groupe social,
mais plus généralement la manière dont les phénomènes sont groupés entre eux. Il est impossible de concevoir les relations sociales en dehors d'un milieu commun qui leur serve de système de référence. L'espace et le temps sont les deux systèmes de référence qui permettent de penser les relations sociales, ensemble ou isolément. 93. Thème d'application. Ayant élaboré sa méthode structurale dans les années 1940 à New York afin d'organiser et de mettre en forme les données ethnographiques qu'il avait collectées au Brésil entre 1935 et 1938, Lévi-Strauss applique d'abord cette méthode sur les relations de parenté, l'un des thèmes majeurs de l'anthropologie de l'époque. Reprenant et élargissant la tension entre nature et culture abordée dans sa thèse, il va ensuite se tourner vers d'autres thématiques, le symbolisme et la pensée sauvage dans les années 1950, la mythologie dans les années 1960, la parenté cognatique dans les années 1970 et 1980, et tout au long de sa carrière, mais plus particulièrement après sa retraite en 1982, vers l'art d'une part, vers l'histoire et le temps des sociétés d'autre part. Les structures élémentaires de la parenté. Avec la méthode structurale, Lévi-Strauss donne un nouveau souffle aux études de parenté. L'anthropologie prenait traditionnellement comme objet fondamental de son étude la famille, étudiée comme groupe de filiation dans une dimension diachronique, temporelle, et considérée comme une unité autonome composée d'un mari, d'une femme et de leurs enfants, en tenant pour secondaire les neveux, cousins, oncles, tantes et grands-parents. À partir de sa thèse sur les structures élémentaires de la parenté, Lévi-Strauss révolutionne ses études et jette une lumière nouvelle sur des faits de société jusque-là peu étudiés et considérés comme obscurs, réciprocité entre groupes de parenté, exogamie, interdit de mariage. Il est le premier à insister sur l'importance de l'alliance au sein des structures de parenté, développant une vaste théorie de l'alliance qui met en rapport d'une part la nécessité de l'échange et de la réciprocité, d'autre part le principe de prohibition de l'inceste. Pour cela, il change radicalement d'approche. Reprenant le modèle linguistique et phonologique de la valeur en tant que position dans un système, et s'appuyant sur l'analyse des niveaux dits d'appellation et d'attitude déjà décrits dans les systèmes de parenté par ses prédécesseurs, Lévi-Strauss éclaire la compréhension comparative de diverses ethnographies classiques, Troe-O'Brien, Siouais, Cherkess, Tonga, Lac-Kutubu, en renversant le point de vue traditionnel de l'anthropologie pour mettre en avant les membres secondaires de la famille et en centrant son analyse sur les relations entre les unités plutôt que sur les unités elles-mêmes. Les membres d'une parenté n'acquièrent des identités déterminées que par les relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Lévi-Strauss introduit dans le groupe familial type le terme d'oncle maternel et la relation des avuncula, pour construire son premier grand modèle structural. En analysant comment se forment les identités au cours des mariages intertribaux, il remarque en effet que la relation entre un oncle et son neveu, A, est à la relation entre un frère et sa sœur, B, ce que la relation entre un père et son fils, C, est à celle qui relie un mari à sa femme, D, A est à B ce que C est à D. De la sorte, en connaissant A, B et C, on peut prédire D. L'anthropologie structurale permet donc d'extraire depuis de larges masses de données empiriques des relations générales entre des unités, et d'isoler des lois à valeur prédictive. Cette structure repose elle-même sur 4 termes, frère, sœur, père, fils, unis entre eux par 2 couples d'opposition corrélative, et tels que, dans chacune des 2 générations en cause, il existe toujours une relation positive et une relation négative. Cette structure est la structure de parenté la plus simple qu'on puisse concevoir et qui puisse exister. C'est à proprement parler l'élément de parenté 94. Loi générale applicable à de nombreux exemples, relations privilégiées par rapport au terme, système dépassant la conscience des individus, les grands principes de l'anthropologie structurale sont alors déjà réunis en une logique, un système de différence et une dynamique des régularités dans les relations de parenté. Leur analyse peut sous ce rapport prétendre au même degré de scientificité que celle revendiquée par la linguistique 95. Dans la préface à la première édition, de 1949, des structures élémentaires de la parenté, terme désignant des systèmes où il existe une règle précise désignant le type de conjoint à épouser, telle relation dans la parenté, par exemple un cousin, maîtrie ou patrilinéaire, ou tel clan. Lévi-Strauss précisait qu'après cette étude, la place reste ouverte à une autre,
réservé aux structures complexes, peut-être même à une troisième, le système des appellations 96. Les structures complexes désignaient, dans cette optique, les systèmes non prescriptifs. Lévi-Strauss finira par abandonner le projet d'écrire le ou les ouvrages projetés sur les autres types de structures de parenté. Nature et culture, le symbolisme et la pensée sauvage. Nature et culture, dualisme ou monisme. Les structures élémentaires de la parenté s'ouvraient en 1949 par leur premier chapitre sur les rapports entre nature et culture, une ancienne et délicate problématique, centrale en ethnologie et anthropologie, rejoignant d'autres débats classiques dans l'histoire de la philosophie, inné et acquis, donné et construit, esprit et matière 97. La position de Lévi-Strauss vis-à-vis de cette question a souvent été interprétée, notamment par ses collègues anglophones, à tort, pour l'anthropologue Philippe Descola 98, comme celle d'un vieux dualisme issu de Descartes et d'une coupure radicale marquée par l'apparition du langage, même s'il précisait en fin d'ouvrage que les lois de la pensée primitive ou civilisée sont les mêmes que celles qui s'expriment dans la réalité physique et dans la réalité sociale, qui n'en est elle-même qu'un des aspects 99. Lévi-Strauss est donc revenu sur ce débat dans la préface à la seconde édition des structures élémentaires, en 1967, reconnaissant les ambiguïtés de sa formulation initiale, les progrès accomplis depuis en génétique et en éthologie, sur la communication interindividuelle chez les grands singes, et suggérant qu'il ne faut voir dans l'opposition nature/culture qu'une création artificielle de la culture, un ouvrage défensif que celle-ci aurait creusé sur son pourtour parce qu'elle ne se sentait capable d'affirmer son existence et son originalité qu'en coupant tous les passages propres à attester sa connivence originelle avec les autres manifestations de la vie sans. Après la parution de sa thèse en 1949, Lévi-Strauss quitte au moins temporairement le champ de la parenté pour se consacrer à l'établissement institutionnel de sa discipline, fragilisée et marginalisée sur le plan académique dans la France de l'après-guerre. Il s'agit alors pour lui de défendre la place de l'ethnologie, et d'établir celle de l'anthropologie qu'il souhaite refonder en France en tant que vaste science de l'esprit humain en société. Soucieux à ce titre d'élargir ses vues aux conditions inconscientes de la vie sociale 101, et amené à réorienter son enseignement à la suite de sa nomination par le jeu des postes académiques à la chaire dite des religions comparées des peuples non civilisés de la 5e section de l'école pratique des hautes études 102,103, il reprend le débat sur l'opposition nature/culture en s'inspirant des travaux de Moss et de ses prédécesseurs sur le symbolisme en sciences sociales. Le symbolisme, introduction à l'œuvre de Marcel Moss. Dans la tradition des sciences sociales, à côté de l'usage qui en était fait dans les arts, voire symbolisme dans l'art, en psychanalyse freudienne et en psychologie analytique chez Jung 104, le terme de symbolisme, ou fait symbolique, était en effet utilisé essentiellement dans les études sur la religion, avant d'être repris en sociologie par l'école durkheimienne, surtout chez Émile Durkheim, de 1858 à 1917, puis au sein de l'ethnologie naissante par Marcel Moss, de 1872 à 1950, 105. S'il existe encore à cette époque un certain évolutionnisme, notamment chez Lucien Lévy-Bruhl, de 1857 à 1939, et sa conception prélogique de la mentalité primitive archive opposée à la pensée occidentale civilisée, Durkheim et Moss introduisent une approche globale, holiste, de phénomènes de société comme le don et la réciprocité, pris comme fait social total, fait symbolique. Moss réfère à Durkheim, qui en eut bien l'intuition, le fait que la symbolisation est à la fois un fait naturel et un fait culturel. Les symbolismes sont tout simplement une condition nécessaire de tout groupe. Si les symboles et les signes forment un ordre propre, c'est parce qu'ils renvoient les uns aux autres et pas seulement aux choses, aux référents qu'ils désignent. Les symboles n'existent qu'en réseau, ce qu'on pourrait appeler les symbolismes, ceux d'un rite, d'une religion, d'une culture, dont l'ensemble, au niveau anthropologique, peut être appelé le symbolique 106. L'approche mossienne va jouer une influence importante sur Lévi-Strauss à l'époque où celui-ci élabore les principes de son anthropologie structurale 107. C'est ce legs dont Lévi-Strauss rend compte en 1950 dans la préface que le sociologue Georges Gurvitch lui demande de rédiger à Sociologie et Anthropologie, recueil de textes en l'honneur de Moss tout juste décédé. Dans cette préface,
qui deviendra l'un des textes fondateurs de l'anthropologie structurale sous le titre d'Introduction à l'œuvre de Marcel Mauss. S'il estime que Mauss n'est pas allé assez loin dans ses intuitions, Lévi-Strauss salue la grande modernité et l'intense potentiel explicatif des perspectives soulevées, importance des phénomènes non conscients dans les productions collectives, privilège accordé à la fonction organisatrice, cohésion sociale, du symbolisme plus qu'à sa valeur de signification, notion d'ordre symbolique. C'est cette subordination du psychologique au sociologique que Mauss met utilement en lumière. Il est de la nature de la société qu'elle s'exprime symboliquement dans ses coutumes et dans ses institutions. Au contraire, les conduites individuelles normales ne sont jamais symboliques par elles-mêmes, elles sont les éléments à partir desquels un système symbolique, qui ne peut être que collectif, se construit sans vite. Plus encore que chez Mauss, le symbolisme pour Lévi-Strauss, au sens de tout phénomène collectif, quel qu'il soit, langage, règles de parenté, mariage, religion, rite, récit mythique, art, est fondamentalement un mécanisme régulateur de la société, une condition indispensable de son équilibre. Le social et le symbolique sont donc par essence indissociables, et la question de l'antériorité de l'un sur l'autre ne se pose pas sans neuf. Par son caractère global, un système symbolique a beaucoup plus que la fonction de représentation, de signification, qui lui a historiquement donné son nom 110, par le jeu de combinaisons de relations, homologie, opposition, inversion, il produit de l'ordre à partir de l'immense quantité de données hétérogènes et confuses que les individus reçoivent en permanence de leur environnement et qui débordent les explications établies, scientifiques, dont ils disposent 111. Évolution du modèle, totémisme et pensée sauvage. Lévi-Strauss avait déjà, en 1949, détaillé cette fonction d'organisation et de mise en cohérence de processus inconscients par le symbolisme dans 2 articles, Le sorcier et sa magie, et l'efficacité symbolique 112, à propos des fonctions de magicien et de chaman dans certaines sociétés sans écriture. Tout au long des années 1950, il continue de travailler sur ces questions, et affine ce concept de pensée symbolique qu'il va finalement appeler pensée sauvage, et livré au public en 1962 dans l'ouvrage du même nom qui connaîtra un succès considérable. La pensée sauvage, que Lévi-Strauss appelle aussi bricolage intellectuel 113, est une opération symbolique de l'esprit humain en société organisant le concret, la perception sensible immédiate, de façon globale sans étape de découpage ni d'analyse. Elle se définit par complémentarité, plus que par opposition, avec la pensée dite domestiquée, ou scientifique, pensée de l'ingénieur, qui procède quant à elle lentement, par étapes intellectuelles d'induction et de déduction, pour aboutir à des résultats toujours partiels mais reproductibles. Point fondamental par lequel Lévi-Strauss renverse l'évolutionnisme anthropologique historique, la pensée sauvage n'est en rien une quelconque pensée des sauvages considérée péjorativement, car chaque civilisation a tendance à surestimer l'orientation objective de sa pensée 114, mais constitue à l'inverse un mode de pensée universel et intemporel à côté de la pensée scientifique, en alternance et en compétition avec elle, au lieu, donc, d'opposer magie et science, il vaudrait mieux les mettre en parallèle, comme 2 modes de connaissance, inégaux quant aux résultats théoriques et pratiques, mais non par le genre d'opération mentale qu'elles supposent toutes 2, et qui diffèrent moins en nature qu'en fonction des types de phénomènes auxquels elles s'appliquent 115. La pensée sauvage continue donc de s'exprimer à tout moment et dans toute société, y compris l'Occident contemporain, dans des domaines de la production humaine où elle se trouve relativement protégée, c'est le cas de l'art, auquel notre civilisation accorde le statut de parc national, et c'est surtout le cas de tant de secteurs de la vie sociale non encore défrichés sans cesse. Cette oscillation constitutive de l'esprit humain, de tout temps et de tout lieu, est alors à même de rendre compte du paradoxe néolithique, c'est-à-dire de cette période d'effervescence technique considérable où en des endroits différents du globe l'homme découvre l'agriculture et la maîtrise d'outils nouveaux, suivi de siècles de stagnation 117. La pensée scientifique, abstraite, est en effet énergétiquement coûteuse, et peut déstabiliser l'ordre social en cas d'évolution technique trop rapide, perte de repères explicatifs. La pensée sauvage, concrète, intervient alors comme mode spontané et complémentaire d'organisation et de rééquilibrage collectif, de garantie pour l'homéostasie du système social 118. La pensée sauvage,
même si elle procède sans logique scientifique, est pourtant comme n'importe quel processus cérébral une pensée classificatoire, terme clé dans la théorie lévi-straussienne. Elle se saisit des formes du réel dans leur globalité pour catégoriser et nommer les phénomènes culturels par analogie avec la nature. C'est par ce raisonnement que Lévi-Strauss dans la pensée sauvage reprend et réinterprète entièrement le problème, classique en anthropologie, du totémisme, qu'il avait déjà abordé dans un livre plus bref publié quelques mois auparavant, début 1962, Le totémisme aujourd'hui. Dans son optique, le totémisme, façon dont les clans ou groupes vénèrent des animaux ou plantes d'après lesquels ils se nomment eux-mêmes, dans certaines sociétés, est en réalité une illusion ethnographique par erreur d'échelle. Là où on a cru le voir, il ne fallait pas en fait considérer de façon isolée chaque ressemblance groupe-totem, mais des différences qui se ressemblent, c'est-à-dire un différentiel entre le plan de la nature, les totems, et celui de la culture, les groupes, en se plaçant à l'échelle globale de l'ethnie considérée voire de plusieurs ethnies voisines 119. Premièrement, société à totem. Nature espèce 1, espèce 2, espèce 3, espèce 4. Culture groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4. Deuxièmement, société à caste. Nature espèce 1, espèce 2, espèce 3, espèce 4. Culture groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4. Dans les sociétés exogames, dites classiquement à totem, schémano premièrement, les groupes diffèrent entre eux de la même façon que les espèces naturelles diffèrent entre elles, homologie entre les relations, ils ne sont pas identifiés à l'espèce correspondante et se conçoivent comme parties solidaires d'un même tout, ils peuvent donc partager des conjoints entre eux, exogamie. En revanche, ce que des ethnographes avaient cru identifier comme des homologies entre groupes et espèces existe bien, mais dans des sociétés dites à caste, comme en Inde, schémano deuxièmement, endogame parce que s'identifiant en tout point à des espèces qui ne peuvent biologiquement se mélanger. Revenant à la fin du livre à une ancienne problématique éclairée d'un jour nouveau par la théorie de la pensée sauvage, Lévi-Strauss précise finalement que l'opposition entre nature et culture, sur laquelle nous avons jadis insisté, nous semble aujourd'hui offrir une valeur surtout méthodologique 120. Étude sur l'art. Formé dans une famille comptant de nombreux artistes, dont son père, Lévi-Strauss développe très tôt un intérêt pour la matière esthétique. Il découvre lors de sa première mission ethnographique au Brésil en 1935 et à 2036 les productions artistiques indiennes, dont les peintures faciales des femmes Kaduvo qui le fascinent. Au retour de ce voyage, il organise à Paris une exposition de céramique, de peaux peintes et de parures 121. Durant ses années d'exil à New York, il fréquente antiquaires et musées avec les surréalistes, Max Ernst, André Breton, Yves Tanguy, s'imprègne de leur regard artistique, participe à leurs expositions et publications. Il se passionne alors pour l'art indien de Colombie-Britannique, en particulier les masques 122. Masques de transformation Kwakiutl, Peabody Museum, Université Harvard. C'est très tôt en ethnologue qu'il aborde ses productions. Dès 1944, il publie un de ses articles les plus connus, Le dédoublement de la représentation dans les arts de l'Asie et de l'Amérique 123, où il analyse la troublante similitude structurale, dédoublement du corps ou du visage selon un axe symétrique, entre différentes formes d'art très éloignées dans le temps ou dans l'espace, comme les masques de Colombie-Britannique, les peintures faciales Kaduvo ou les sculptures maoris. Face à ce que les théories diffusionnistes ne pouvaient expliquer, il formule l'hypothèse d'un modèle logique universel, visant à la résolution de contradictions sociales internes par le dédoublement géométrique ou morphologique des objets d'art créés 124,125. Cet article, qui sera le plus ancien de ceux repris en 1958 dans Anthropologie structurale, est important dans l'œuvre de Lévi-Strauss dans la mesure où il ouvre très tôt et largement le champ des matériaux ethnographiques candidats à l'analyse structurale. Au-delà du langage et de la parenté, qui serviront de modèle initial, toute représentation ou production collective, qu'elle soit matérielle, art, musique, rite, ou immatérielle, conte, mythe, peut servir à explorer le fonctionnement universel des enceintes mentales en société, au-delà des explications fonctionnalistes, évolutionnistes ou diffusionnistes. L'analyse structurale, lorsqu'elle s'applique à l'art, touche donc au privilège de l'individualité créatrice en la replaçant dans un contexte social qu'elle exprime en développant toutes ses contradictions 126.
Lévi-Strauss poursuit cette analyse en 1947 avec l'article Le serpent au corps rempli de poissons 127, puis en 1955 dans le chapitre de Triste Tropique consacré aux peintures faciales Caduveau. En 1975 il consacrera un livre, La voie des masques, aux transformations logiques identifiables dans l'esthétique des masques de Colombie-Britannique. Pas plus que les masques ne peuvent s'interpréter en eux-mêmes et par eux-mêmes, comme des objets séparés. Envisagé du point de vue sémantique, un mythe n'acquiert un sens qu'une fois replacé dans le groupe de ses transformations 128. Après cette première période marquée dans les années 1940 par l'étude des masques et peintures faciales, l'approche de l'art par Lévi-Strauss va évoluer, oscillant entre plusieurs positions méthodologiques et différents objets d'étude, mais sans se transformer fondamentalement. Il va s'intéresser à d'autres formes d'art, la peinture de la Renaissance, à laquelle il accorde un statut spécifique de connaissance, comme modèle réduit du réel, dans Triste Tropique, puis surtout, dans les années 1960, au modèle musical qui va s'avérer le plus apte à l'analyse des mythes, comme le récit collectif, l'œuvre musicale mobilise les rythmes physiologiques, organise les données sensibles de façon globale sans être traduisible autrement que dans une autre œuvre de la même catégorie 129, elle est donc un métalangage plus qu'un langage 130,131. Dans Mythes et musique 132, Lévi-Strauss suggère d'ailleurs que la musique en Occident s'est développée sur l'espace laissé vacant par le retrait progressif des grands récits mythiques. Lévi-Strauss continue ensuite, tout au long de sa carrière, à publier études et réflexions sur les manifestations artistiques, Entretien, avec Georges Charbonnier, 1961, chapitre 18 et 19 du Regard éloigné, 1983, chapitres 18 et 19 de Près et de loin, avec Didier Héribon, 1988, Des symboles et leurs doubles, 1989, anthologie regroupant textes et articles antérieurement publiés sur l'art, et enfin, en 1995, Regarder, écouter, lire, pièce majeure de la réflexion de l'anthropologue sur l'œuvre d'art depuis La voie des masques, 20 ans auparavant. Étude des mythes. Article détaillé, Étude des mythes chez Claude Lévi-Strauss, la structure des mythes, Lévi-Strauss, et formule canonique du mythe. Les travaux débutés par Lévi-Strauss au début des années 1950 dans le cadre de son enseignement à l'école pratique de hautes études puis au Collège de France sur les manifestations collectives symboliques, lui ont permis d'accumuler une quantité considérable de données sur les rites et les mythes, et une méthodologie d'étude de la pensée du concret et de la logique des qualités sensibles. Il s'attelle à partir de l'année universitaire de 1961 à 1962 à la rédaction d'une œuvre hautement ambitieuse, revue d'ensemble de centaines de mythes amérindiens qui débouchera sur la tétralogie monumentale des mythologiques. Fasciné par les ressemblances apparentes entre les mythes du monde entier, Lévi-Strauss rejette d'emblée l'idée qu'il puisse se réduire tous à un jeu gratuit, ou à une forme grossière de spéculation philosophique 133. Ce qui importe, c'est la substance du mythe, et celle-ci ne se trouve ni dans le style, ni dans le mode de narration, ni dans la syntaxe, mais dans l'histoire qui y est racontée 134. Partant de l'idée qu'il n'y a pas une version unique authentique du mythe mais que toutes les versions sont des manifestations d'un même langage situées entre elles dans des rapports de transformation, il développe une méthode d'analyse calquée au départ sur la linguistique. Le mythe est d'autant plus justiciable, en théorie, d'une analyse de ce genre qu'il relève lui-même du discours, mode du langage. Les mythes et les contes en font un usage hyperstructural, ils forment, pourrait-on dire, un métalangage où la structure est opérante à tous les niveaux 135. Dans le mythe, les unités de base ne sont évidemment pas les phonèmes, mais les mythèmes, lesquels se situent au niveau de la phrase la plus courte possible. Le personnage mythique, loin de constituer une entité, est, à la manière du phonème tel que le conçoit Roman Jacobson, un faisceau d'éléments différentiels 136. Un mythe est donc écrit en une série de propositions, chacune consistant en la relation entre une fonction et un sujet. Les propositions pourvues de la même fonction sont regroupées sous le même numéro. Examinant les relations entre les mythèmes, Lévi-Strauss en arrive à la conclusion qu'un mythe consiste uniquement en opposition binaire. Le mythe d'Édipe, par exemple, est à la fois l'exagération et la sous-évaluation des relations de sang, l'affirmation d'une origine autochtone de l'humanité et le déni de cette origine. Sous l'influence de Hegel,
Lévi-Strauss pense que l'esprit humain organise fondamentalement sa pensée autour de telles oppositions binaires et de leur unification, thèse, antithèse, synthèse, ce mécanisme permettant de rendre la signification possible. De plus, il considère que le mythe est un stratagème habile qui transforme une opposition binaire inconciliable en une opposition binaire conciliable, créant ainsi l'illusion ou la croyance qu'elle a été résolue. Dans cette méthode d'analyse, l'accent est mis non pas sur les enchaînements syntaxiques entre les divers moments du récit, mais sur les oppositions paradigmatiques qui sous-tendent la dynamique profonde des événements et donnent au mythe sa signification, le cru et le cuit, le ciel et la terre, le soleil et la lune, etc. Ce choix s'appuie sur le fait que le mythe joue beaucoup plus nettement sur les oppositions que ne le fait le conte, dans lequel les contradictions sont affaiblies et se situent à un niveau social ou moral plutôt que cosmologique ou métaphysique. 137. Cette importance des relations d'opposition entraîne l'analyste à délaisser la trame temporelle du récit pour se concentrer sur les articulations logiques qui forment sa structure matricielle. Par ailleurs, Lévi-Strauss justifie l'élimination du temps en montrant que, dans le mythe, le temps est foncièrement autre, en quelque sorte immobile, en plus de se rapporter toujours à des événements passés, le mythe attribue au dénouement du récit une valeur définitive et se présente comme un schème doué d'une efficacité permanente. 138. Ce désinvestissement de la trame temporelle amène l'anthropologue à chercher un mode de formalisation du récit bien différent du modèle de Vladimir Trapp, qui est récusé précisément en raison de sa dimension chronologique. 139. Lévi-Strauss observe par ailleurs, dans ses mythes, la récurrence des oppositions binaires entre le cru et le cuit d'une part et le cru et le pourri d'autre part, à la base de son modèle du triangle culinaire. 140. Il considère que l'acte de cuisson donne lieu à une transformation culturelle et la putréfaction à une transformation naturelle. 141. La cuisine, entendue comme cuisson des aliments, est pour lui une forme de médiation entre nature et culture. 142. Il considère par ailleurs que les mythes d'origine du feu partagent la même structure de ceux de l'origine de la cuisine, diamétralement opposée à celle des mythes de l'origine de l'eau qui sont pour leur part analogues à celle des mythes de l'origine des plantes cultivées. 143. Enfin, l'élimination du syntagmatique sera d'autant plus éclatante que le récit pourra être saisi au moyen d'une formule mathématique, emblème du scientifique. Tout récit mythique se ramène ainsi à une série de rapports binaires entre éléments positifs et négatifs ou, mieux encore, à une formule algébrique dite formule canonique du mythe, fx, a, phi, b, fx, b, pha 1, i, que Lévi-Strauss introduit pour la première fois en 1958 dans Anthropologie structurale, chapitre 11, la structure des mythes, reprenant un article 1955. Selon cette équation, le mythe est structuré autour de deux termes, A et B, et de deux fonctions, 10 et I, pouvant subir différentes inversions et permutations réalisant autant de possibilités de transformation du récit, inversion des termes, A et B, inversion entre termes et fonctions, I et B, inversion d'un terme sur lui-même, A et non A, ou A. Premièrement. 144. Si Trapp a été le premier à ouvrir le récit à des manipulations symboliques, et à représenter celui-ci par une formule où sont énumérées les fonctions particulières qui le constituent, Lévi-Strauss est allé beaucoup plus loin. En enlevant au récit sa composante temporelle, il a pu se concentrer sur les relations paradigmatiques et aboutir à un modèle plus réduit et plus formalisé, ce qui serait un gain manifeste par rapport au schéma de Trapp. 145. Parenté cognatique et système à maison. Article détaillé, système à maison. Une Big House Quakeout à la Victoria, Colombie-Britannique, Canada. Découvert et formulé par Lévi-Strauss assez tardivement dans sa carrière, au milieu des années 1970, le concept de maison constitue pour l'ethnologue un retour aux études de parenté par lesquelles il était entré dans sa discipline dans les années 1930. Ce nouveau concept va occuper une place importante dans sa démarche intellectuelle, en rupture avec les grandes théories anthropologiques de la parenté, celle de l'alliance qu'il avait défendue pendant l'essentiel de sa carrière, et celle de la filiation et de la descendance privilégiée par ses homologues anglo-saxons. Il s'agissait pour lui de répondre à un problème concernant les sociétés cognatiques, c'est-à-dire ni matrilinéaires ni patrilinéaires, qu'il avait jusque-là laissé de côté. 146,147.
Lévi-Strauss était particulièrement attaché à la côte de Colombie-Britannique et particulièrement au peuple de la région de Vancouver, dont il avait découvert les masques durant ses années d'enseignement à New York autour de la Seconde Guerre mondiale, et dont il avait ensuite étudié les mythes dans le cadre de sa tétralogie des mythologiques. Il avait à cette occasion pris connaissance des difficultés rencontrées par l'anthropologue américain Franz Boas en 1948 pour interpréter la parenté de certaines de ces tribus indiennes, notamment les Kwakiutl. Boas avait identifié chez eux des unités sociales qu'il appelait Numain, dirigées par une aristocratie et qui transmettaient de génération en génération des biens matériels et immatériels, titres, noms, fonctions religieuses, selon des modalités échappant à toutes les théories anthropologiques classiques comme l'alliance, la filiation matrilinéaire ou patrilinéaire. En publiant en 1975 la première version de La Voix des masques consacrée à ces tribus, Lévi-Strauss mentionne ses interrogations sur leur système de parenté. Il va ensuite se pencher sur ces questions dans le cadre de ses cours au Collège de France 149. C'est dans le cadre de son séminaire de 1976 qu'il donne sa première définition de la maison 150, s'appuyant sur la description des Yuraks de Californie et du Numain des Kwakiutl. Cette définition est reprise en 1979 dans la deuxième édition de La Voix des masques, son domaine d'application étant alors précisé, personne morale détentrice d'un domaine composé à la fois de biens matériels et immatériels, qui se perpétue par la transmission de son nom, de sa fortune et de ses titres en ligne réelle ou fictive, tenu pour légitime à la seule condition que cette continuité puisse s'exprimer dans le langage de la parenté ou de l'alliance, et, le plus souvent, des deux. Ensemble 151. Lévi-Strauss ne modifiera plus cette définition par la suite 152. Il consacre à la notion de maison plusieurs cours au Collège de France sur le sujet, entre 1976 et 1982, résumé dans la 5e partie de Paroles données, ainsi qu'un article intitulé Histoire et ethnologie 153, présenté en juin 1983 à la Sorbonne pour la 5e conférence Marc Bloch. Il revient publiquement une dernière fois sur le concept de maison en 1987 dans un entretien 154 accordé à Pierre Lamaison, anthropologue spécialiste du monde rural européen. C'est surtout à partir de l'article Histoire et ethnologie de 1983 que le concept de maison a été diffusé dans la communauté scientifique, et a commencé à intéresser un public large d'historiens, d'ethnologues et même d'archéologues 155. Cependant la formulation de Lévi-Strauss n'a pas toujours été bien reçue, parfois considérée comme incompatible avec la catégorie de maison au sein de certaines sociétés 156 sources insuffisantes. Elle ouvre dans son contexte, réception, débat, postérité. Une audace scientifique assumée. Auteur d'une œuvre scientifique et littéraire immense tant par la quantité d'articles et de livres que par la multiplicité des sujets abordés, et résolument novatrice dans ses hypothèses théoriques comme dans ses méthodes, Lévi-Strauss n'a cessé de susciter débats et critiques dès ses débuts à la fin des années 1940 puis tout au long de sa carrière, en France et aux États-Unis surtout, mais également dans de nombreux autres pays. Ses travaux ont fait et continuent de faire l'objet d'un nombre considérable de publications, il reste encore aujourd'hui très commenté. Plusieurs raisons peuvent être avancées à cette intense réception, conjonction d'enthousiasme et de rejet 157. Le contexte historique, et en particulier le paradigme structuraliste dans lequel Lévi-Strauss s'est précocement inscrit et qu'il a largement contribué à développer, avant de s'en écarter dans les années 1960 à mesure que ce mouvement prenait un virage formaliste littéraire et une ampleur médiatique. Le caractère révolutionnaire au sein des sciences sociales de l'époque des intuitions holistes et des références naturalistes de Lévi-Strauss, son goût du risque méthodologique 158 et son projet d'appliquer résolument aux sciences de l'homme la rigueur des méthodes utilisées par les sciences dites dures, en rupture assumée par rapport à l'empirisme de l'anthropologie anglo-saxonne, à l'historicisme évolutionniste du XIXe siècle et à la méthode compréhensive que la sociologie de Durkheim. Lévi-Brühl continuait d'appliquer aux sociétés primitives 159, même si Lévi-Strauss s'inspire du holisme durkheimien. Le syndrome du fondateur 160,161. Étudiant puis jeune enseignant formé dans une philosophie qu'il rejettera constamment, puis ethnologue autodidacte tenu à l'écart des grandes institutions jusqu'à la fin des années 1950, et son élection au Collège de France,
Lévi-Strauss aborde les sciences de l'homme avec un regard neuf, extérieur, et une méthode structurale issue d'une discipline, la linguistique, peu connue de ses condisciples, cherchant d'emblée à bouleverser leurs codes et habitudes de travail. La variété thématique, géographique et historique des sujets abordés par Lévi-Strauss, de la parenté des sociétés sans écriture sur tous les continents au système à maison de l'Occident médiéval, des masques de Colombie-Britannique aux références musicales des mythologiques, des rites amérindiens à la famille européenne contemporaine. Le désir régulièrement avoué par Lévi-Strauss d'une réussite non seulement scientifique mais aussi littéraire et artistique, qui le conduira à la fois au Collège de France et à l'Académie française. Mélange des genres peu apprécié des milieux institutionnels où il évolue 162. De 1935 à 1945, débat sur les sources initiales. Voir aussi, plus loin dans cet article, Lévi-Strauss et le structuralisme. Les sciences du langage ont été largement reconnues, par Lévi-Strauss lui-même comme par ses commentateurs, comme une source d'inspiration précoce de L-Uvre, mais la réussite de leur transposition à l'ethnologie ainsi que leur importance relative vis-à-vis des apports naturalistes et mathématiques constituent de longue date un débat, qui se poursuit au XXIe siècle. Dès 1945, Lévi-Strauss souligne qu'une difficulté préliminaire s'oppose à la transposition de la méthode phonologique aux études de sociologie primitive. L'analogie superficielle entre les systèmes phonologiques et les systèmes de parenté est si grande qu'elle engage immédiatement sur une fausse piste 163. Il reprend cette interrogation en 1951 dans l'article Langage et société 164, puis lors d'une conférence de conclusion à une rencontre internationale d'anthropologues et de linguistes aux États-Unis en 1952 où il discute du problème des rapports entre langage et culture, un des plus compliqués qui soit 165. Tout effort pour formuler dans un langage commun les problèmes linguistiques et les problèmes culturels nous place d'emblée dans une situation extraordinairement complexe. Mon hypothèse de travail se réclame donc d'une position moyenne. Certaines corrélations sont probablement décelables, entre certains aspects et à certains niveaux, et il s'agit pour nous de trouver quels sont ces aspects et où sont ces niveaux. Anthropologues et linguistes peuvent collaborer à cette tâche 166. Certains auteurs, comme le linguiste italien De Silvestri, estiment malgré tout que même si cette œuvre s'est développée ensuite dans une direction précise, qui aboutira en toute autonomie vers les résultats extraordinaires que l'on connaît, l'apport linguistique ne sera jamais renié 167. Le philosophe des sciences Bertrand Saint-Cernin estime lui aussi, à propos de Lévi-Strauss, que le choix de la phonologie comme discipline de référence comme paradigme pour l'ethnologie, décidé au tout début des années 1940, restera une constante de L-Uvre 168. Dans un panorama de la référence linguistique chez les structuralistes, le mirage linguistique, 1988, Thomas Pavel rattache également Lévi-Strauss au courant scientiste du structuralisme, courant le plus convaincu du rôle pilote de la linguistique comme méthode scientifique dans les sciences humaines, mais suggère néanmoins que les recherches de Lévi-Strauss couvrent un champ infiniment plus vaste que l'application momentanée du modèle linguistique 169. D'autres auteurs, comme les biographes de Lévi-Strauss Denis Berthollet, 2009, 170 Emmanuel Loyer, 2015, 171, ainsi que le philosophe Marcel Hénaff 172, estiment que l'ethnologue a dès ses débuts été prudent dans la transposition des modèles du langage vers les faits de société, et qu'au-delà de la révélation 173 et des références sincèrement admiratives à Bois et Jacobson, il s'est servi de la phonologie et de la linguistique comme modèle parmi d'autres au sein de l'intense creuset intellectuel transdisciplinaire que fut l'exil new-yorkais des années 1940. Et par exemple rappelé l'analyse a posteriori de cette époque par Lévi-Strauss lui-même en 1988. On a mal compris la nature et l'importance de mes emprunts à la linguistique. En dehors d'une inspiration générale, ce qui, j'en conviens, est énorme, ils se réduisent au rôle de l'activité inconsciente de l'esprit dans la production de structures logiques ensuite à ce principe fondamental que les éléments constitutifs n'ont pas de signification intrinsèque. Je ne crois pas avoir demandé plus à la linguistique, et Jacobson, au cours de nos conversations, était le premier à reconnaître que, dans un autre domaine, je faisais un usage original de ces notions 174. En outre,
Ainsi la linguistique structurale se prêtait bien à l'étude de la parenté dans les années 1 940-1175, elle serait montrée ensuite moins adaptée aux matériaux mythiques, incitant l'ethnologue à faire évoluer ses méthodes au profit du modèle musical 176, moyen le plus approprié pour indiquer ce que sa conception linguistique et sémiologique du mythe ne lui permettait pas de formuler explicitement 177. C'est également avec l'étude des mythes que Lévi-Strauss introduit la notion de transformation inspirée des modèles naturalistes de philosophie des formes. À partir des années 1970, cette filiation naturaliste 178 secondes accentue encore chez Lévi-Strauss, sensible au progrès de la génétique et des sciences cognitives 179. Depuis les années 1990, un certain nombre de recherches philosophiques, souvent issues des modèles mathématiques et épistémologiques sur la morphogenèse, s'intéressent à cette filiation moins connue de l'œuvre de Lévi-Strauss, et redécouvrent son importance. Ainsi la notion lévi-straussienne de transformation est étudiée à la lumière de la philosophie des formes dynamiques, Jean Petitot 180, Lucien Scubla 181, l'approche symboliste et holiste des mythes et de l'art dans l'anthropologie structurale est comparée à celle, très proche par nombre d'aspects, de l'anthropologie philosophique des formes symboliques du philosophe allemand néo-kantien Ernst Cassirer, que Lévi-Strauss a pu côtoyer au début des années 1940 au Cercle linguistique de New York où ils publiaient tous 282,183. L'anthropologue Philippe Descola revient en 2008 sur le parcours intellectuel de Lévi-Strauss, dont il occupe la chaire au Collège de France. Après F. Héritier, Lévi-Strauss n'a pas tant cherché dans la linguistique un modèle à transposer tel qu'une source féconde d'analogie à exploiter pour une science encore dans l'enfance. Ce modèle de la variation des traits contrastifs à l'intérieur d'une table de permutation n'est pas propre à la linguistique, et Lévi-Strauss aurait peut-être pu l'emprunter aussi bien à la chimie, la table périodique des éléments, ou même à la musique, dont on sait le rôle qu'elle joue dans son œuvre 184. De 1945 à 1965, les conquêtes intellectuelles. Dès sa parution en 1949, la thèse de Lévi-Strauss sur les systèmes de parenté à travers le monde apparaît comme un moment décisif dans l'histoire de l'ethnologie, devenant rapidement un des classiques dans cette discipline, en France mais aussi dans les pays anglo-saxons grâce notamment à l'ethnologue hollandais J.P.B. Josselin de Jong, enthousiasmé par la méthode structurale lévi-straussienne qui prolonge ses propres intuitions 185. La thèse de Lévi-Strauss, malgré sa technicité, diffuse également auprès du public intellectuel parisien grâce à l'enthousiasme paradoxal de deux revues en vogue, pourtant très éloignées des conceptions méthodologiques de l'ethnologue, Les temps modernes avec Simone de Beauvoir, et Critique avec Georges Bataille. Conscient du malentendu philosophique, Lévi-Strauss ne rejette pas néanmoins cette publicité 186, car la réception de l'ouvrage est loin d'être unanime dans les sciences sociales. L'audace méthodologique et l'ambition géographique considérable de l'auteur suscitent rapidement méfiance et réticence. Dans les années de 1949 à 1959, libéré de son travail de thèse et porté par le succès de l'ouvrage, Lévi-Strauss travaille à consolider une double assise, institutionnelle et méthodologique. Les deux dimensions sont intrinsèquement liées. Il s'agit pour l'ethnologue, dans le contexte de la construction académique des sciences sociales dans la France de l'après-guerre, de faire reconnaître sa posture méthodologique holiste et son projet d'une vaste science naturaliste de l'homme en société, et de gagner en visibilité institutionnelle alors qu'il ne dispose d'aucun poste prestigieux après un séjour de plus de 10 ans loin de la France. Dans ce contexte de tension académique, Lévi-Strauss essuie jusqu'à son entrée au Collège de France en 1959 des critiques récurrentes, principalement de la part des historiens et des sociologues 187. Historiens, explorant des champs intellectuels relativement inédits ou peu en vogue à l'époque dans les sciences sociales, l'invariant, les lois de structure, les phénomènes non conscients, Lévi-Strauss se trouve très tôt amené à relativiser la diachronie des historiens au bénéfice de la synchronie des lois mathématiques. S'ouvre dès la fin des années 1950 entre Lévi-Strauss et les historiens une tension méthodologique durable faite de concessions, de coopération et de compétition, opposant des approches radicalement incompatibles des sciences sociales, autour d'enjeux institutionnels capitaux.
les historiens de l'école des Annales occupent le devant de la scène lors de la création de la 6e section de l'école pratique de hautes études en 1947. Critique vis-à-vis des postures purement narratives, évolutionnistes ou diffusionnistes de la discipline historique, Lévi-Strauss se verra reprocher précocement sa mise entre parenthèses de la dimension temporelle, de la variabilité et de la contingence. 188. Triste Tropique, 1955. Sociologue, le mélange de guerre d'horizons méthodologiques et de positions académiques est plus durable et radical encore entre Lévi-Strauss et le sociologue George Gurvitch, ancien collègue émigré à l'École libre des hautes études de New York. Rentré en 1945 et ayant créé au Centre national de la recherche scientifique le Centre de recherche sociologique, doté d'une revue, Gurvitch devient ensuite professeur à la 6e section de l'école pratique de hautes études et bénéficie d'une position institutionnelle plus précoce et plus solide que celle de Lévi-Strauss durant toute la décennie 1950. Les tensions entre les deux hommes ne vont cesser de croître, depuis l'introduction à l'œuvre de Marcel Mauss 189 jusqu'à un échange virulent par article interposé en 1955 qui consomme la rupture définitive de leur relation. 190. Gurvitch reproche à Lévi-Strauss de vouloir enfermer le réel dans des lois universelles abstraites, et l'ethnologue en retour dénonce l'empirisme superficiel du sociologue. 191. Le même reproche d'abstraction est à l'origine d'échanges particulièrement virulents entre Lévi-Strauss et divers critiques durant cette période. Le philosophe Jean-François Revel dans son livre pamphlétaire Pourquoi des philosophes 1956, 192, le sociologue et critique littéraire Roger Caillois et sa revue Diogène 193. Peu enclin aux interviews dans la presse grand public, Lévi-Strauss profite néanmoins durant quelque temps du succès populaire de Triste Tropique en 1955 pour faire connaître largement sa discipline et ses ambitions scientifiques, et répondre indirectement aux nombreuses attaques académiques qu'il subit à cette époque. 194. Après son élection au Collège de France en 1959 et la publication de plusieurs autres livres connaissant un grand succès, Anthropologie structurale en 1958, Entretien avec Lévi-Strauss de Georges Charbonnier en 1961, Le totémisme aujourd'hui et la pensée sauvage en 1962, l'aura intellectuelle de l'ethnologue s'installe solidement auprès des milieux universitaires comme du grand public. La pensée sauvage en particulier est très largement saluée, et son dernier chapitre Histoire et dialectique, où Lévi-Strauss s'attaque frontalement à l'existentialisme sartrien, reçu comme un événement médiatique. 195. Les distinctions honorifiques, décorations et nominations académiques s'accumulent, en France et à travers le monde. À côté des critiques polémiques en apparaissent d'autres plus fouillées, s'intéressant à la méthode structurale elle-même et non plus à ses seuls résultats, et portées non plus par de seuls articles mais par des dossiers entiers et numéros spéciaux de revues. La revue Esprit publie en 1963 un débat philosophique entre Paul Ricoeur et Lévi-Strauss, où s'opposent deux conceptions diamétralement opposées du sens de la vie humaine. 196. C'est en ce début des années 1960 que l'ethnologue commence à se consacrer à temps plein, pour une dizaine d'années, à la rédaction des mythologiques, s'imposant un rythme de travail monacal qui le rend moins présent sur la scène médiatique. 197. Le structuralisme lévi-straussien continue pourtant de s'installer dans un rapport particulier de séduction avec le public et avec l'époque, qu'il fascine et irrite, voire inquiète. 198. De 1965 à 1970, les ambiguïtés du structuralisme. Article connexe, structuralisme. Voir aussi, précédemment dans cet article, filiation et influence précoce. Le positionnement de Lévi-Strauss par rapport au structuralisme tel qu'il se généralise et se médiatise dans les années 1960 en France est une problématique complexe et encore débattue au XXIe siècle dans l'histoire des idées contemporaines et en épistémologie. Elle est intimement liée à la réflexion sur les origines du structuralisme lui-même, notamment sur la longue durée historique, et au débat sur l'influence du formalisme et des sciences du langage dans l'œuvre de Lévi-Strauss par rapport à d'autres filiations. Lévi-Strauss est entré en contact avec le concept logico-analytique et linguistique de structure lors de son exil américain au début des années 1950, notamment par l'intermédiaire de Roman Jakobson qui fut un des principaux représentants du cercle linguistique de Prague,
mais il élabore une méthodologie structurale demeurant au contact permanent de l'enquête empirique, les données ethnographiques, et n'utilisant des outils mathématiques que de façon sporadique et limitée. Cette méfiance vis-à-vis de l'abstraction de la tradition formaliste, déjà sensible dans l'article Structure et dialectique de 1 956 199, apparaît très nettement dans un article de 1960, La structure et la forme, repris en 1973 dans Anthropologie structurale 2, à propos d'un article de 1928 du formaliste russe Vladimir Prap, édité en français en 1960 sous le titre Morphologie du conte, 200. Pour autant, Lévi-Strauss va très largement participer dans les sciences de l'homme à populariser et à donner une assise institutionnelle au paradigme structural entendu au sens large, logicoliste de relations internes, au point d'en devenir la figure tutélaire dans les années 1960, grâce à l'étendue de son réseau académique en France comme aux États-Unis, à son élection au Collège de France, à ses interventions régulières à l'UNESCO, puis grâce à sa notoriété scientifique internationale. Parallèlement dans les années 1950 seconde est développée en France une autre tendance structuraliste qui se réfère de façon encore plus marquée au langage et au cours de linguistique générale de Saussure, Roland Barthes en analyse littéraire, Le degré zéro de l'écriture, 1953, Martial Guéroul en histoire de la philosophie, il entre au Collège de France en 1951, et surtout le sémioticien Algirda Julien Gréma, admirateur et héritier d'une part de Saussure dont il diffuse largement les idées de 101. D'autre part des écoles mathématico-linguistiques les plus formalistes, mathématiques de Bourbaki, glossématique du danois Hjelmslev, 202. Cette tendance prônant l'abstraction logico-mathématique, au sens positif que lui donne la philosophie analytique du langage, 203, l'exclusivité de la synchronie et du spatial au détriment du temporel, et la coupure vis-à-vis de la réalité objective et baroblique ou de son image mentale, le référent linguistique, connaît un âge d'or dans la première moitié des années 1960 autour de Barthes et Gréma, auquel s'est joint Lacan pour qui l'inconscient est structuré comme un langage 204. Ces deux tendances du structuralisme, que Doss et Pavel qualifient de scientistes 205,206, sont relativement proches jusqu'au milieu des années 1960. Lévi-Strauss et Lacan se fréquentent régulièrement et échangent sur la formalisation mathématique dans leur discipline 207, Gréma et son collectif de la revue Communication, Barthes, Ueco, Todorov, Jnet, sont hébergés à partir de 1966 dans les locaux du laboratoire d'anthropologie sociale fondé par Lévi-Strauss. À partir du milieu des années 1960, la scène médiatique française s'empare du structuralisme, amalgame ses différentes tendances et le réduit à son aspect le plus formaliste et logico-mathématique. C'est en de 1966 à 1967 que le structuralisme au sens large connaît son apogée éditorial avec entre autres Sémantique structurale de Gréma, Théorie de la littérature de Todorov, écrit de Lacan. Lévi-Strauss n'apprécie guère et critique vivement dans plusieurs entretiens et articles ce qu'il considère chez ses auteurs comme un formalisme abstrait de plus en plus marqué 208,209, 210,211, un jeu de miroir, où il devient impossible de distinguer l'objet de son retentissement symbolique dans la conscience du sujet. Comme manifestation particulière de la mythologie de notre temps, elle se prête fort bien à l'analyse, mais au même titre et de la même façon qu'on pourrait, par exemple, interpréter de façon structurale la lecture des tarots, du marque de café ou des lignes de la main, pour autant qu'il s'agit là de délire cohérent 212. Lévi-Strauss défend son territoire intellectuel et s'éloigne de Lacan 213, puis en 1970 de Barthes dont le S/Z lui déplaît vivement, et qu'il pastiche, et de Gréma qui quitte le laboratoire d'anthropologie sociale 214. Lévi-Strauss, considéré malgré lui comme le pape du structuralisme, a été sommé de s'expliquer sur des domaines de savoir qui ne lui étaient pas familiers, sur des méthodes où il ne pouvait plus reconnaître les siennes, sur des prises de position qui n'avaient rien à voir avec le caractère technique de ses recherches et finalement sur des modes intellectuels dont il a très vite compris à quel point elles pouvaient, dans l'esprit du public comme auprès de la communauté savante, être nuisibles à la rigueur et à l'évaluation sereine de son travail 215. Du côté de Lévi-Strauss,
Le refus stratégique de légitimer et d'intégrer le structuralisme littéraire est fondé sur le risque de formalisme qu'il fait peser sur le vrai structuralisme où le contenu ethnographique, historique, linguistique n'est jamais séparé de la forme 216. Déjà sensible après les bouleversements de mai 1968, le déclin médiatique du structuralisme s'accentue nettement à partir de 1970. Après 1970, le reflux général du structuralisme. Claude Lévi-Strauss, 1973. Après l'accueil plutôt élogieux du dernier volet des mythologiques, L'homme nu, paru en octobre 1971, Anthropologie structurale 2 en 1973 est reçu de façon plus mitigée par la critique 217, en pleine période de reflux du paradigme structuraliste. Déjà en 1968, la série d'essais coordonnés par François Walck Qu'est-ce que le structuralisme brossait dans les différentes disciplines abordait le portrait des évolutions en cours, sous des accents critiques 218,219. Le post-structuralisme, Derrida, Deleuze, Lyotard, opère parallèlement une remise en question philosophique des principes structuralistes. Au début des années 1970, les publications à charge et les postures critiques contre Lévi-Strauss se succèdent de la part d'ethnologues et anthropologues plus jeunes, nés entre 1920 et 1940, souvent élèves ou proches de Lévi-Strauss mais sensibilisés à l'anticolonialisme et au marxisme dont certains sont des militants actifs, et revendiquant une pratique plus empathique, subjective, éloignée des modèles et des généralisations théoriques, tournée vers l'évolution historique et l'action politique. Bernard Delfandal 220,221, Robert Jolin 222, Pierre Clastre 223, Jacques Lizaud, Georges Ballandier, Maurice Godelier, Emmanuel Terré. Les attaques viennent aussi de l'anthropologie anglophone, Raoul et Laura Macarius 224. La sociologie de Pierre Bourdieu témoigne elle aussi du déclin de l'anthropologie structurale lévi-straussienne dans le paysage intellectuel des années 1970. Fortement influencé par Lévi-Strauss à ses débuts, le sociologue infléchit alors nettement sa théorie en y réintégrant ce qu'il appelle les agents, avec le sens pratique qu'en 1980, il attaque frontalement la méthode lévi-straussienne à laquelle il reproche de se focaliser sur les règles collectives des sociétés humaines en oubliant les stratégies individuelles et le poids de l'aspect économique. Utilisant durant les 30 premières années de sa carrière le terme de structure beaucoup plus que celui de structuralisme 225,226, Lévi-Strauss y fait de moins en moins référence à partir des années 1970, devant le reflux de la notion dans le paysage intellectuel. Ainsi, comme il s'en explique dans la préface du Regard éloigné en 198-382, il renonce à intituler Anthropologie structurale 3 cet ouvrage qui est pourtant la suite assumée des deux premiers publiés respectivement en 1958 et 1973. De fait, le livre est plébiscité par la critique, qui fait entrer l'anthropologue dans le domaine réservé des valeurs sur 227. Mais si les mots ont changé, Lévi-Strauss est resté fidèle à ses méthodes, on essaie simplement, et dans une très faible mesure, d'appliquer à certains secteurs relevant de ce qu'on appelle improprement les sciences humaines une attitude ou une approche qui sans avoir besoin de s'appeler structuralisme ou quoi que ce soit de ce genre a toujours été celle de la recherche scientifique 228. Au fil des années 1980 secondes accentue le recul du paradigme structuraliste et du holisme en général au sein des sciences humaines et sociales, où reviennent en force les notions d'historicité, d'empirisme, de subjectivité, d'individualisme méthodologique 229. Aux grandes synthèses théoriques lévi-straussiennes des années 1960 sont préférées les enquêtes sur des terrains réduits, donnant la parole aux acteurs sociaux et s'attachant à leurs ressentis subjectifs. En ethnologie et en anthropologie se multiplient les champs d'études comme les méthodes de travail, faisant apparaître quantité de sous-disciplines spécialisées, anthropologie de l'enfance, de l'éducation, de la santé, etc. 230. La place de Lévi-Strauss dans les programmes d'enseignement en philosophie et en sciences sociales se réduit progressivement 231. Les critiques féministes. Dès les structures élémentaires de la parenté, Lévi-Strauss construit sa théorie de l'alliance autour de l'échange des femmes comme épouses entre les groupes de parenté. Cette présentation lui vaudra tout au long de sa carrière les reproches récurrents de mouvements féministes et des gender studies.
Lévi-Strauss analyse et répond régulièrement à ces critiques jusque tardivement dans sa carrière, maintenant le principe général de sa théorie. Dans l'article La sexualité féminine et l'origine de la société 232 en 1995, il réfute la théorie féministe de la perte de l'stru comme vecteur du passage de la nature à la culture, y voyant la résurgence de la vieille thèse évolutionniste du matriarcat primitif. Enfin, en 2000, dans sa postface pour un numéro spécial de la revue L'Homme sur les questions de parenté, il réinsiste sur l'indifférence au caractère masculin ou féminin en tant que position dans son modèle théorique, fondé sur les relations respectives et leur rapport de transformation. Combien de fois me faudra-t-il aussi répéter qu'il est indifférent à la théorie que les hommes échangent les femmes ou bien l'inverse? J'ai tenté de réduire la confuse multiplicité des règles de parenté et de mariage, dépourvues d'intelligibilité, à un petit nombre de types simples, chacun doté d'une valeur explicative, de montrer qu'à partir de ces types simples on pouvait déduire des types plus complexes, et qu'entre tous ces types existaient des rapports de transformation. Que, dans cette construction, ce soit les hommes ou les femmes qui se déplacent ne change rien à son économie. Il suffit d'inverser les signes et le système des rapports restera inchangé. Et à supposer que les deux sexes soient mis à égalité, on pourra dire, ce qui revient aussi au même, que des groupes formés d'hommes et de femmes échangent entre eux des relations de parenté 233. Lévi-Strauss et les anthropologues. Lévi-Strauss a acquis précocement dans sa discipline l'ethnologie, puis en France l'anthropologie sociale qu'il a fondé un immense prestige. Très introduit dans le milieu académique américain lors de son séjour prolongé à New York, de 1941 à 1948, reconnu lors du décès de France Bois en 1942 comme l'un des successeurs de cette figure phare de la discipline 161, il continue ensuite de construire son assise institutionnelle à la fois en France et aux États-Unis où il poursuit régulièrement publications et conférences, puis progressivement à travers le monde entier, recevant des titres honorifiques d'universités de nombreux pays. À la fin de sa carrière, les publications d'hommage à son œuvre, sous des formats divers, se multiplient. Son 100e anniversaire en 2008 est l'occasion de recueils collectifs témoignant de son rayonnement dans la discipline 234. Dans une dimension technique au sein de sa discipline, avec une moindre exposition médiatique, Lévi-Strauss a dialogué durant toute sa carrière avec un grand nombre d'anthropologues dont certains furent à la fois ses ardents défenseurs et ses plus constants contradicteurs, Marshall Salins, Rodney Needham 235, Edmund Leach 236,237, Dan Spurbach, ainsi que certains de ses élèves formés dans l'anthropologie marxiste comme François Héritier, Maurice Godelier. Dans les années 1960 et 1970, ces débats portent notamment sur les structures complexes et semi-complexes de la parenté, sur lesquelles Lévi-Strauss avait ouvert la voie après sa thèse sur les structures élémentaires, sans trouver cependant le temps de s'y plonger de façon prolongée, sur les systèmes d'Icro et Omaha, François Héritier, sur l'historicité, le fait économique et la pensée marxiste, Maurice Godelier, Marc Auger, 238, sur le naturalisme, la notion d'émergence et les structures cognitives, Dan Spurbach, Lucien Skubla, 239. Le terrain ethnographique américain où Lévi-Strauss fit ses premières armes est revenu sur le devant de la scène anthropologique dans les années 1990, se prêtant particulièrement aux études structurales, Philippe Descola, Eduardo Vivaí-Roos de Castro, 240. Dans l'ensemble, l'héritage de Lévi-Strauss dans sa propre discipline est souvent reconnu comme paradoxal, à la fois très étendu mais souvent déformé. Nombre d'anthropologues qui ne se considèrent pas eux-mêmes comme des structuralistes, y compris ceux qui condamnent et évitent tout isme, ont néanmoins été inspirés par l'une ou l'autre facette de l'œuvre lévi-straussienne. Au risque de déformer l'héritage du maître, ils ont infléchi ses idées dans un sens que lui-même n'aurait guère souhaité. 241. La filiation lévi-straussienne au XXIe siècle. Une représentation de Claude Lévi-Strauss, 2009. Amorcé dans les 2 dernières décennies du XXe siècle, le reflux de la référence au terme de structure dans les sciences sociales se poursuit au XXIe siècle et l'œuvre de Lévi-Strauss reste certes célébrée mais a perdu une grande partie de son influence des années 1960 dans les sciences sociales, se retrouvant comme embaumée, selon l'expression de l'anthropologue Gélin Clu 242.
Cette perte d'influence est particulièrement sensible aux États-Unis, après plusieurs décennies de postmodernisme et de French Theory 243. L'anthropologue océaniste Marshall Salins y est un des rares à prolonger les théories structurales de Lévi-Strauss, qu'il connut lors d'un séjour prolongé en France dans les années 1960, reconnaissant en 2010 que l'intérêt que le monde académique porte à Lévi-Strauss aux États-Unis aujourd'hui est au plus bas. Il explique cela par le peu d'intérêt dans son pays pour les Amérindiens et pour les cultures indigènes en général, et plus largement par le néolibéralisme, avec son culte de l'individualisme et son hostilité séculaire envers tout ordre collectif en général, gouvernemental en particulier, le postmodernisme, avec ses antipathies pour les récits magistraux et les catégories essentialisées, ses penchants pour les discours contestés, les limites poreuses et autres formes d'ambiguïté, et enfin les divers mouvements d'émancipation de groupes minoritaires pour lesquels les structures dominantes sont l'ennemi à abattre. Nous vivons à l'âge anti-structurel 241. L'anthropologie lévi-straussienne a eu en revanche d'importants continuateurs, et néanmoins critiques, chez les Britanniques, Rodney Needham et Edmund Leach en particulier 244, ainsi qu'au Brésil en raison des liens particuliers de Lévi-Strauss avec ce pays depuis ses études de terrain dans les années 1 930 245. En anthropologie française, où Lévi-Strauss a formé toute une génération de chercheurs à travers le laboratoire d'anthropologie sociale, LAS, 246, source insuffisante qu'il avait fondée en 1960, l'héritage est puissant mais conflictuel 245, et relativement dispersé dans une discipline particulièrement segmentée en de très nombreux champs spécialisés. Néanmoins le LAS prolonge les travaux de son fondateur sur les structures complexes de la parenté, et son approche logico-mathématique des phénomènes de parenté par un vaste chantier de traitement informatique 247, source insuffisante. Un certain nombre de travaux reprennent, discutent et actualisent la méthodologie structurale lévi-straussienne et son postulat de la combinatoire universelle d'un petit nombre de différences irréductibles pour expliquer les faits de société, les 4 socièmes fondamentaux, forme élémentaire universelle de lien social, chez Emmanuel Desvaux 248, le système des 4 ontologies chez Philippe Descola. En dehors de la référence explicite à la structure, les historiens et ethnologues des sociétés rurales européennes, ou extra-européennes, continuent de faire fructifier la notion de maison, et le concept lié de famille souche, introduite par Lévi-Strauss dans les années 1 970 249. En France, la réactualisation des méthodes lévi-straussiennes est surtout à l'œuvre, sous l'impulsion de Marcel Hénaff 250 et Claude Imbert depuis les années 1990, de jeunes philosophes souvent d'orientation sociologique ou anthropologique, Jocelyn Benoît, Vincent Dacôme, Patrice Maniglier, Frédéric Keck, Gildas Salmon 251, privilégiant un structuralisme dynamique portant davantage sur l'étude des mythes que sur le premier Lévi-Strauss des structures élémentaires de la parenté 252. La formalisation mathématique, aspect controversé et relativement marginal de l'œuvre de Lévi-Strauss, connaît également une postérité notable avec l'intérêt porté par l'anthropologue Lucien Scubla 253,254 et par certains philosophes des mathématiques 255,256 à la formule canonique du mythe 257. Distinction, décoration, récompense. Le prince Bernard de Lippe-Biesterfeld remet le prix Erasme à Claude Lévi-Strauss, Amsterdam, 28 mai 1973. Distinction académique. Élu en 1973 au fauteuil 29 de l'Académie française. Doyen d'âge de l'Académie à la mort du professeur Jean Bernard en 2006, doyen d'élection le 14 avril 2009, à la mort de Maurice Druon. Membre étranger de la National Academy of Sciences des États-Unis. Membre de l'Académie britannique. Membre de l'Académie royale des arts et des sciences néerlandaises. Membre de l'Académie norvégienne des sciences et des lettres. Conservateur d'honneur du musée du Quai Branly, nommé en 2007. Décoration. Grand Croix de la Légion d'honneur, Grand Croix de la Légion d'honneur, France. Commandeur de l'Ordre national du mérite, Commandeur de l'Ordre national du mérite, France. Commandeur de l'Ordre des Palmes académiques, Commandeur de l'Ordre des Palmes académiques, France. Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres, Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres, France,
1 981 258. Commandeur de l'Ordre de la Couronne, Belgique, Commandeur de l'Ordre de la Couronne, Belgique. Commandeur de l'Ordre national de la Croix du Sud, Commandeur de l'Ordre national de la Croix du Sud, Brésil. Grand Croix de l'Ordre national du mérite scientifique, Grand Croix de l'Ordre national du mérite scientifique, Brésil. Étoile d'or et d'argent de l'Ordre du Soleil levant, Étoile d'or et d'argent de l'Ordre du Soleil levant, Japon. Prix et médailles. Médaille d'or et prix du Viking Fund, 1966. Médaille d'or du Centre national de la recherche scientifique, 1 967 259. Prix Erasme, 1973. Prix de la Fondation Nonino, 1986. Prix Abbaye Monsieur Warburg, 1996. Prix Maître Eckhart, 2003. Prix international de Catalogne, 2005. Docteur honoris causa. Lévi-Strauss a été fait docteur honoris causa des universités suivantes, par ordre alphabétique: Bruxelles, Chicago, Columbia, Harvard, Université Johns Hopkins, Laval, Québec, Université nationale autonome du Mexique, Montréal, Oxford, Sao Paulo, Brésil, Stirling, Uppsala, Université Visva Bharati, Inde, Yale. Université nationale du Zaïre. Hommage. Promenade Claude Lévi-Strauss, Paris. Œuvres, premières éditions. Livres et principaux articles. Liste non exhaustive. La plupart des titres sont aujourd'hui disponibles en collection de poche. Grecas Babeuf et le communisme, publié par la maison d'édition du Parti ouvrier belge l'Églantine, 1926. La vie familiale et sociale des Indiens Nambiquara, Paris, Société des Américanistes, 1948. Les structures élémentaires de la parenté, Paris, La Haye, Mouton, 1967, première édition 1949, Presse universitaire de France, ISBN 90 à 279-7293 à 1, document utilisé pour la rédaction de l'article. Introduction à l'œuvre de Marcel Mauss, Paris, Presse universitaire de France, collection. Quadrige, septembre 1950, Réimp 2012, 56 pence. ISBN 978 à 2-13 à 0607 72-4, document utilisé pour la rédaction de l'article. Race et Histoire, Paris, UNESCO, 1952. Triste Tropique, Paris, Plomb, collection. Terre humaine, 1955, Réimpre. Pocket Paris 2005, document utilisé pour la rédaction de l'article. Anthropologie structurale, Paris, Plomb, juillet 1958, Réimpre 2012, 480 pages. ISBN 978 à 2-266 à 13 931-1, document utilisé pour la rédaction de l'article. Le totémisme aujourd'hui, Paris, PUF, 1962. La pensée sauvage, Paris, Pocket, collection. Agora, 1990, Réimpre 2014, première édition Plomb, 1962, 347 pages. ISBN 978 à 2-266 à 038 16-4, document utilisé pour la rédaction de l'article. Mythologique, tome 1, Le cru et le cuit, Paris, Plomb, 1964, document utilisé pour la rédaction de l'article. Mythologique, tome 2, Du miel aux cendres 260, Paris, Plomb, 1967. Mythologique, tome 3, L'origine des manières de table 261, Paris, Plomb, 1968. Mythologique, tome 4, L'homme nu 262, Paris, Plomb, 1971. Document utilisé pour la rédaction de l'article. Race et culture, conférence à l'UNESCO, 1971, Revue intérieure des sciences sociales, UNESCO, 1971. UNESCO, et Claude Lévi-Strauss. Le racisme devant la science. UNESCO /Gallimard, 1973. Anthropologie structurale 2, Paris, Plomb,
décembre 1973, réimp 2009, ISBN 978 à 2-266 à 14003-4, document utilisé pour la rédaction de l'article. La Voix des masques, Pocket Agora No 25, 2004, première édition Genève, édition Skira, 1975, Nouve. Édition augmentée et rallongée de 3 excursions, Plomb, 1979, document utilisé pour la rédaction de l'article. En, Myth and Meaning, Londres, Routledge et Kegan Paul, 1978. Le regard éloigné, Paris, Plomb, 1983, 398 pages. ISBN 2 à 259-01007 à 5, document utilisé pour la rédaction de l'article. Parole donnée, Paris, Plomb, 1984, document utilisé pour la rédaction de l'article. La potière jalouse, Paris, Plomb, 1985. Des symboles et leur double Paris, Plomb, 1989. Histoire de Lynx, Paris, Pocket, 1991, ISBN 2 à 266-00694 à 0. Regardez, écoutez, lire, Paris, Plomb, 1993, ISBN 2 à 259-02715 à 6. PT, Sodids do Brasil, Paris, Plomb, 1994, ISBN 2 à 259-18088 à 4. Le Père Noël supplicié, les temps modernes, mars 1952, page de 1572 à 90, repris aux éditions des Sables, sur la route de l'église à Pimbalma, 1996, ISBN 2 à 907530-22 à 4. Uvre, préface par Vincent de Banne, édition établie par Vincent de Banne, Frédéric Keck, Marie Mosé, et Aluminium, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2008, ISBN 978 à 2-07 à 011 80 20 et 1. Ce volume réunit Triste Tropique, le totémisme aujourd'hui, la pensée sauvage, la voix des masques, la potière jalouse, histoire de Lynx, regardez, écoutez, lire, avec une bibliographie des œuvres de et sur Claude Lévi-Strauss. L'anthropologie face aux problèmes du monde moderne, Paris, Le Seuil, 2011, ISBN 978 à 2-02 à 103524-7. L'autre face de la Lune. Écrit sur le Japon, Paris, Le Seuil, 2011, ISBN 978 à 2-02 à 103525-4. Nous sommes tous des cannibales, Paris, Seuil, 2013. Entretien. Entretien avec Claude Lévi-Strauss par Georges Charbonnier, Plomb et Julliard, 1961. Claude Lévi-Strauss et Didier Héribon, de près et de loin, Paris, Odile Jacob, 1988, 254 pages. ISBN 978 à 2-7381 à 2140-0, document utilisé pour la rédaction de l'article. Loin du Brésil, entretien avec Véronique Mortaigne, Paris, Chandaigne, 2005, ISBN 2 à 915 540-19 à 5. La notion de maison, entretien avec Claude Lévi-Strauss par Pierre Lamaison, Terrain, 1987, 9e, page de 2034 à 2039, http://www.terrain.revue.org sur 3184 archives, document utilisé pour la rédaction de l'article. Lévi-Strauss. L'homme derrière l'œuvre, Émilie Julia, entretien avec des proches de Claude Lévi-Strauss et discours à l'Académie française, Paris, Jean-Claude Lattès, 2008. Dentro il pensiero Silveggio. El antropologo e un philosophie. Conversazioni, Claude Lévi-Strauss et Marcel Enaf, Milano, Madusa, 2013, en italien, 96 pence. Préface. Lufry, traduction Xavier de Castro, nom de plume de Michel Chandaigne, préf. Claude Lévi-Strauss, Européen et Japonais traités sur les contradictions et différences de Mur, 2e édition, Paris, Chandaigne, collection. Bibliothèque Lusitane, 2012,
ISBN 978 à 2 915 540 à 54 3.